L'e-commerce connaît une croissance forte et continue depuis plusieurs années partout dans le monde. La Belgique ne fait pas exception. En 2022, le commerce en ligne a augmenté de près de 25%, représentant 14,7 milliards d'euros. Cette croissance est une opportunité majeure à saisir pour nos entreprises. Le programme Digital Commerce de la stratégie numérique Digital Wallonia est là pour aider les entreprises régionales à saisir cette opportunité. L'objectif du programme est d'aider les commerçants, les TPE, les professions libérales, les acteurs du tourisme et de l'ORECA à réussir leur transition digitale tout en réduisant leur fracture numérique. Au travers de multiples actions, webinaires, événements sectoriels de sensibilisation, ateliers de formation, speed coaching, le programme Digital Commerce aide les entreprises à offrir une expérience d'achat digitale comparable à celle des grands acteurs de l'e-commerce. Digital Commerce se décline en 4 axes majeurs dont la sensibilisation et la formation des TPE en digital marketing, l'accélération de l'adoption de l'e-commerce grâce au diagnostic de maturité numérique DigiScore et aux aides financières liées au chèque entreprise. Depuis 2016, au total, ce sont pas moins de 8700 entreprises qui ont été sensibilisées et formées grâce à Digital Commerce. Plus d'informations sur digitalwallonia.be/commerce. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce webinaire Digital Commerce. Aujourd'hui, on va parler cybersécurité. Alors, c'est pas le premier webinaire sur la cybersécurité aujourd'hui. On en a eu déjà pas mal précédemment. Et aujourd'hui, on va aller une étape après. On va voir les solutions après une cyberattaque. On va voir comment réagir, comment faire. Alors, évidemment, on va rappeler les astuces préventives toujours, parce que c'est ça quand même le point le plus important. Mais là, aujourd'hui, on va voir quelle solution après une cyberattaque. Alors, bonsoir à tous, bonsoir Kevin, bonsoir Fabien. N'hésitez pas à vous présenter dans la partie chat de ce webinaire. N'hésitez pas à dire quel commerce vous avez, à partager votre page LinkedIn, Facebook, Instagram, votre e-commerce. Voilà, n'hésitez pas à chatter, clavarder dans cet espace chat et n'hésitez pas aussi à donner voilà, vos conseils, ce que vous faites, vous, dans le cadre de votre commerce. Donc, on a un espace chat et puis on a un espace questions et réponses. Et là, évidemment, ce sera pour les questions que vous souhaitez nous poser, que vous souhaitez poser à notre expert de ce soir sur la cybersécurité. Et là, je vous invite à aller dans l'onglet questions et réponses, QR, en bas de cet écran. Et donc là, on pourra plus facilement modérer vos questions en lien avec la thématique de ce soir. On va aussi vous poser quelques petites questions et là, ce sera via un petit WooClap. Donc, je vais vous afficher le QR code pour scanner et vous connecter au WooClap. Donc voilà, je vous invite à prendre votre smartphone et à scanner le QR code pour vous connecter à notre WooClap qui permettra donc de vous poser quelques petites questions et que ce soit beaucoup plus interactif. Donc, vous pouvez scanner le QR code ou alors, deuxième méthode, vous pouvez vous connecter sur votre navigateur Internet préféré et aller sur le site wooclap.com et entrer le code d'événement Digital Commerce. Sandra, qui travaille dans l'ombre, vous met également le lien dans le chat. Vous n'aurez plus qu'à cliquer si vous voulez vous connecter via votre navigateur. Je propose qu'on lance peut-être la première question. Je vois que quelques personnes sont déjà connectées à ce WooClap, c'est parfait. Alors, pouvez-vous vivre, travailler sans votre smartphone ou votre ordinateur pendant 48 heures? C'est la question qu'on vous pose dans le WooClap. Alors, je vois que la réponse est principalement non. Et effectivement, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui se passe voilà, après une cyberattaque et comment on peut réagir pendant ces heures précieuses qui suivent la cyberattaque. On voit qu'il y en a quand même quelques-uns qui savent faire sans leur ordinateur et leur smartphone. Euh, Ça m'étonne un petit peu. On demandera un peu à notre expert juste après ce qu'il en pense. Ben, je propose d'ailleurs qu'on
On le présente. Serge, Bonsoir Pauline. Bon, bonsoir, comment vas-tu? mais jusqu'à présent tout va bien. Et puis bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir également à Adrien qui est à la technique, Sandra, Frédéric en régie, qu'on ne voit pas mais qui font du travail aussi. Alors, si je peux, moi, répondre à la question, pouvez-vous vivre, travailler sur votre smartphone ou ordinateur pendant 48 heures? Je répondrai oui aussi, mais je serai sans doute au soin intensif, ça c'est clair. Donc, ça va être compliqué. On ne te le souhaite pas, donc Ouais, voilà, je préfère que tu utilises ton smartphone et ton. moi aussi, moi aussi. Alors, aujourd'hui, on va voir, évidemment, on va un peu introduire, on va revoir un peu les cyberattaques, on va aussi vous questionner à propos de tout ça. Mais avant ça, je propose qu'on fasse un petit point sur la cyberactualité, Serge. Quelles Merci. sont un peu les dernières news Alors, les dans dernières la news, cybersécurité? déjà, il y a une bonne news qui date d'hier ou d'avant-hier, c'est que le réseau Lockbit, qui est le gang de ransomware peut-être le plus connu et un des plus actifs en tout cas, est tombé. Voilà, grâce à une collaboration qui a entraîné 14 ou 15 pays là-dedans, des services de police bien sûr, c'est le FBI qui a mené toute cette opération, mais avec l'aide indispensable des autres pays. Et ce réseau est tombé. Donc, c'est une excellente nouvelle. Ça va faire quand même un fameux paquet de ransomware en moins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus, hein, bien sûr. La nature a horreur du vide, mais en tout cas, c'est un très très gros coup là, qui a été marqué. Beaucoup de points pour les services de police au Très, niveau très fort. international. Sinon, pour le reste, on a encore évidemment beaucoup de cyberattaques qui ont visé des hôpitaux en France et en Roumanie notamment, 21 hôpitaux qui sont HS et 79 autres qui sont déconnectés d'Internet. Voilà, ça concerne évidemment des hôpitaux, pas des indépendants, mais ça continue, bien sûr. Ça concerne aussi l'e-commerce, comme on le Oui, voit sur les slides, il y a aussi oui, pas mal de alors quand sites on regarde e-commerce. ce slide, on voit que si on tient compte uniquement des statistiques belges du Centre cybersécurité, on n'a que, entre guillemets, 79 entreprises qui ont été victimes de ransomware l'année passée. C'est peu, hein, parce qu'il y a tout un chiffre noir là derrière qui n'apparaît pas. Évidemment, c'est un peu plus que ça. C'est tout simplement parce qu'il y a encore pas mal d'entreprises qui ne signalent pas hein, qu'elles ont été victimes, ou des indépendants, voilà, des commerçants indépendants qui ne signalent pas qu'ils ont été victimes. Donc, pourquoi? Bah, parce qu'ils estiment que c'est inutile de déposer plainte. On voit avec Logbit que ça vaut la peine de déposer plainte. Ça, c'est un exemple parfaitement concret. Et puis, l'atteinte à l'image, la réputation, on préfère Ne rien rester dire. incognito. Alors, pour le reste, on voit que les cyberattaques, ça continue, hein. Ça augmente toujours, comme chaque année. On en a toujours un petit peu plus. Au niveau des fuites de données, ce qu'on appelle les leaks, les data leaks, on a trouvé la plus grosse agglomération de leaks qu'on a rassemblé. Ça représente 26 milliards, pardon, 26 milliards de logins, de mots de passe, de numéros de carte de crédit, d'adresses email, C'est de énorme. données qui sont rassemblés dans une base de données, donc de 26 milliards d'enregistrements. C'est énorme. Pour le reste, j'ai regardé un petit peu, je n'ai pas trouvé, ça c'est une bonne chose, ou alors j'ai mal cherché, ça peut être aussi la raison, mais je n'ai pas trouvé d'actualité récente sur le piratage qui concerne spécifiquement le commerce en ligne. Oui, mais par contre, j'ai retrouvé une info qui date un petit peu là maintenant, hein, 2020. C'était un plugin, de mémoire, c'était un plugin WordPress, c'était un plugin PrestaShop. Bah, il y avait une vulnérabilité sur PrestaShop et ça a entraîné évidemment quelques soucis pour quelques milliers de gens, quelques milliers de commerçants qui ont des boutiques en ligne. Donc voilà un peu pour les cyber news. Et vraiment, aujourd'hui, on va se poser finalement la question. Ben voilà, si toutes vos données devenaient inaccessibles, sans possibilité de les récupérer, et si votre appareil était infecté, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Alors la cybersécurité, ça peut faire peur. Euh, qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce qui vous semble finalement complexe en fait avec la cybersécurité? C'est une question qu'on vous pose dans
dans le WooClap, quels aspects de la cybersécurité vous paraissent assez complexes? Ça, c'est aussi quelque chose que tu as remarqué déjà, toi, Serge, pardon, que c'était pas, voilà, que c'était pas facile pour les TPE, les PME, que ça pouvait faire peur. Non, ça semble toujours très compliqué, hein, parce que la plupart des indépendants, des TPE, ont une connaissance assez superficielle. C'est quelque chose qu'on constate, hein, c'est pas, voilà, c'est un fait. Il y a une connaissance, une méconnaissance du risque cyber. Et souvent, on va dire, bah, je vais déléguer ça à mon prestataire informatique, parce que c'est un problème technique, la cybersécurité, je ne suis pas concerné. Ça, c'est une mauvaise évaluation du risque. Je rappelle quand même, on l'a déjà dit dans d'autres webinaires, que 90% des problèmes, c'est le facteur humain, hein, qui les provoque. Donc, le facteur humain, dans 9 cas sur 10, c'est ce qui conduit à une cyberattaque. Donc, dire que c'est juste technique et que je remets ça à mon hébergeur, mon prestataire informatique, voilà, c'est un petit peu court. Hmm. Hein, voilà. C'est nécessaire, mais il faut voir la Oui, technique, bien sûr mais il y a qu'il a un toujours rôle les... à Oui. jouer, c'est évident, mais ça n'est pas suffisant. Il faut que chacun prenne un petit peu les choses en main. Il faut mettre quelque chose en place, hein, il n'y a pas le choix. On va dire toujours que le manque de moyens financiers, ça revient souvent, c'est un obstacle. Mhm. On n'a pas d'argent pour investir dans la cybersécurité. Je rappelle aussi, on l'a dit dans d'autres webinaires, que simplement l'adoption de bonnes pratiques, changer un peu des mauvaises habitudes, ça a formé un tout petit peu, ça ne coûte rien, ça ne demande aucun investissement et ça va réduire quand même de façon parfois drastique, hein, la surface d'attaque. Donc voilà, ça, ce sont des mesures qui ne coûtent rien, que tout le monde peut mettre en place, qui ne demandent aucun investissement. En tout cas, ne pas s'intéresser à la cybersécurité, même si c'est moins sexy que faire du commerce sur TikTok ou sur Instagram, euh, ça peut coûter beaucoup plus cher, hein, que l'investissement d'une solution de sécurité. Quand on est à l'arrêt, la perte est quand même beaucoup plus importante que si on avait investi 100, 200, même moins parfois, dans un gestionnaire de mot de passe, dans une solution Mhm. de sécurité. Voilà. Je ne parle pas de solutions qui concernent que les grandes entreprises. Moi, je parle pour des gens des indépendants, voilà, des TPE, des PME. Il ne faut pas investir des millions d'euros dans la cybersécurité. Alors, voyons un petit peu ce que nos webinautes nous disent sur ce qu'ils leur paraissent compliqué. Euh, Anticiper les attaques, sensibiliser tout le monde. Donc ça, c'est déjà un bon point de venir peut-être en équipe suivre ces webinaires. Comment se protéger? Alors, on va rappeler quand même les bonnes astuces aujourd'hui, mais on ne va pas s'étendre vu que ce webinaire concerne ce qui se passe après une cyberattaque. Je vous invite déjà aussi à consulter les replays du webinaire si vous n'avez pas toutes les réponses aujourd'hui, parce que évidemment, aujourd'hui, on va s'axer sur les solutions après une cyberattaque. Donc voilà un peu pour remettre le cadre aussi de ce webinaire aujourd'hui et des objectifs qu'on va essayer d'atteindre ensemble pour cette soirée. Euh, je vois que les antivirus paraissent complexes aussi. Là aussi, pareil, je vous renvoie à un webinaire précédent où on parlait d'un site qui comparait les différents antivirus en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à aller voir ce webinaire. L'évolution constante des techniques utilisées par les hackers. Ça, je trouve ça aussi assez intéressant comme réflexion. Oui, non, c'est une très bonne réflexion. C'est vrai que ça évolue sans cesse, hein. On voit, donc, qu'est-ce qu'on a comme évolution en 2024 au niveau cybercriminalité? Ben, on va avoir l'intelligence artificielle qui est déjà utilisée par les hackers, euh, simplement pour écrire du code, pour écrire un malware, hein, coder un malware. Pour faire du phishing. Bon, voilà, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup depuis un an et demi. Mhm. Encore une fois, comme je le dis toujours, la technologie, elle est neutre, c'est l'usage qu'on va en faire. Donc, on peut aussi se servir de l'intelligence artificielle pour se protéger. Mais bon, dans le cas de la cybercriminalité, c'est clair que c'est une arme redoutable. On a vu il y a quelques jours, il y a 2, 3 semaines, un hacker qui a réussi à dérober 25 millions. Alors, je ne rentre pas dans les détails, simplement, il a créé une fausse réunion, comme faux webinaire. Enfin, là, c'était une réunion sur Zoom
avec des avatars. Tous les gens qui étaient là, tous les étaient présents, c'était des avatars qu'il avait créés avec l'intelligence artificielle. Il visait une personne en particulier. Voilà, ça a duré 2, 3 heures et il a obtenu 25 millions de dollars à la fin. Donc, ça valait le coup d'investir un peu là-dedans. Voilà, ce sont des nouvelles menaces émergentes, mais il y en a tout le temps, hein, tout le temps, tout le temps. Ça évolue sans cesse. Il n'y a jamais de fin à ça. Il y a aussi un point sur le respect du RGPD dans le Oui. cadre de la cybersécurité. Bah, Ça, c'est peut-être aussi un gros morceau qu'on va peut-être pas forcément on aborder, va mais si pas tu sais dire l'aborder, on va pas quelques mots. l'aborder aujourd'hui, mais le RGPD, c'est pas une option, effectivement, c'est une obligation. Mhm. C'est compliqué, hein. Et il y a personne qui pourrait, absolument personne, même une grosse entreprise, je le dis franchement, je vois pas comment elle pourrait respecter à 100% tout ce qu'il y a dans le RGPD, parce que c'est énorme. Mhm. Mais toujours est-il que ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'on doit un peu protéger les données personnelles de ses clients, hein. Tout ce qui Un peu, donne voire beaucoup. oui, il faut quand même les protéger. Tout ce qui donne un caractère personnel, ce qui permet d'identifier une personne, puis sa carte bancaire, etc., bien sûr qu'il faut les protéger. Au final, la cybersécurité, c'est aussi ça, c'est protéger Oui, mais ce n'est les pas le données. RGPD qui va protéger, ça Oui, c'est c'est la la norme qui cybersécurité ah, oui, qui... oui, Ouais. bien sûr. Après, il peut y avoir des amendes, hein, le cas échéant. Oui, on en Mhm. parlera peut-être un peu plus tard. Oui. Ok. Alors, la suite. Ben oui, effectivement, on en parlait déjà, mais gros impact si cyberattaque pour les indépendants. Alors, on ne veut pas faire peur ce soir, mais quand même, Ben, je suis toujours le rabat-joie là-dedans. Je suis toujours là pour annoncer des mauvaises nouvelles. Oui. moi, je souris à la caméra et toi, tu Mais moi, je suis donnes là. les mauvaises nouvelles. Oui, c'est comme ça. J'ai l'habitude, hein. Oui, donc les ressources limitées, on en a parlé, hein. Quand vous êtes tout seul ou à deux ou à trois pour gérer le commerce, les activités, la comptabilité, l'administration et en plus la cybersécurité, quand on n'a pas beaucoup de connaissances, forcément, c'est compliqué. Je rappelle toutefois les conséquences financières à la clé. Si vous perdez des données critiques, on a parlé, Mhm. bon, oui, le RGPD ben, est là pour expliquer qu'il ne faut pas perdre ces données critiques, les données à caractère personnel. Après, si vous perdez votre activité complètement, ça, on n'est plus, voilà, ça ne rigole plus, hein, on est dans la grosse crise. Mhm. Je parlais des sanctions légales au niveau de la conformité RGPD. À ma connaissance, il y a encore, donc c'est l'autorité de protection des données qui gère ça, ce qu'on appelait la commission de protection de ta vie privée auparavant. C'est eux qui gèrent ça et je n'ai pas, à ma connaissance, il n'y a jamais aucun indépendant ou une TPE, voire une PME qui a été sanctionné. Peut-être des plus grandes entreprises, ça oui, mais jusqu'à présent, on leur essayer de ne pas être le premier, hein, essayer de ne pas être le premier parce que ça peut aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires annuel. Mhm. Ça rigole pas non plus, hein. Donc c'est double peine, hein, clairement, c'est double peine. Donc, pour résumer, il faut protéger 4 points. Ah oui, il faut à 4 points à protéger, mais ça demande un petit peu plus d'explications, hein. Bon, il faut protéger les valeurs de son entreprise, elles sont là au nombre de quatre, Mhm. valeurs financières, réputationnelles, intangibles, humaines. On va expliquer un petit peu tout ça. C'est une priorité absolue, Pauline. Il faut absolument mettre la priorité là-dessus, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la cybersécurité. En plus, prendre des mesures de cybersécurité, ça, c'est une démarche créative, hein. Ça apporte une plus-value finalement à l'entreprise. Ça aussi, il faut s'en rendre compte. Ça peut avoir des impacts tout à fait positifs. Alors, la valeur financière, ben, oui, si vous êtes victime d'une cyberattaque, vous allez avoir immédiatement une perte du chiffre d'affaires, forcément, puisque votre activité va être arrêtée, là. Et la disponibilité des systèmes informatiques fait que vous n'allez plus pouvoir travailler correctement. Donc, perte du chiffre d'affaires, c'est le volet 1 dans les pertes financières. C'est pas tout. Il y a un deuxième volet dans les pertes financières, c'est que c'est l'avoir aussi de l'argent dépensé qui n'était pas prévu, qui n'était pas dans le budget, parce qu'il va falloir quand même essayer de remettre en service le système. Ça veut dire qu'il faut faire des diagnostics, il faut savoir ce qui s'est passé, il faut faire un état des lieux. Ce sont les dépenses exceptionnelles, hein. Il va falloir faire appel à des consultants externes. Il y aura peut-être des compensations pour les clients, pour les fournisseurs. Il pourrait y avoir des frais juridiques, dans le sens où un client qui verrait son nom, son adresse mail, son numéro de carte de crédit, enfin bref, toutes ces données qui sont revendues dans le dark web, pourrait attaquer le commerçant qui s'est fait pirater. Parce que lui-même, ce client pourrait devenir la victime.
On Mm. pourrait usurper son identité, faire un crédit à son nom, etc. Voilà, donc il pourrait se sentir lésé et faire une, allez, intenter un procès au civil en réclamant des dommages et intérêts. Pareil pour les fournisseurs. Ils pourraient faire la même chose. Donc, dépenses exceptionnelles, c'est remettre le système en route, faire les diagnostics. C'est ça, les frais juridiques, les compensations, les amendes potentielles, même si, rassurez-vous, il n'y en a pas encore eu jusqu'à présent. Et pour les gens qui ont une cyberassurance, une assurance qui couvre ce risque, bah, c'est comme les voitures, c'est le bonus-malus, hein, la prime, elle risque d'augmenter. Alors, ça, c'est le deuxième volet. Donc, ça commence à coûter cher, hein. Et il y a encore un troisième volet, mais là, je n'ai pas de détails à donner. Ce sont des coûts cachés, hein. On ne les connaît pas, je ne peux pas vous les énumérer, mais il y a des coûts auxquels on ne pense pas forcément tout de suite, mais qui vont quand même arriver. Donc, trois punitions au niveau des pertes financières. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mm. Raison de plus pour essayer de limiter les dégâts. Peut-être pas les arrêter complètement, mais en tout cas les limiter. Voilà. Alors, Ah oui, pardon, j'ai pas été complet là, on peut revenir au slide. Oui, j'ai parlé que de la valeur financière, pardon, Pauline. oui, Je suis distrait, hein. Je suis distrait. Ça, donc comme ça. effectivement. Et Voilà. La les valeur autres points, réputationnelle, oui, ben, c'est quoi? Ben, ça, c'est l'atteinte à l'image et la perte de confiance, évidemment. si le site est tombé, Si le enfin, site si est c'est que le tombé, site, oui, bien sûr. ça Enfin, pourrait être si, autre chose, mais voilà. Donc, est-ce que mes données sont atteinte à safe? l'image, perte de confiance des clients, des fournisseurs. On a mauvaise réputation, ça veut dire que les clients ne vont pas forcément se bousculer au portillon après une cyberattaque, hein. Donc, c'est important. Donc, forcément, encore une fois, perte dans le chiffre d'affaires. Oui, les deux sont liés au Les final, deux oui. sont liés, bien sûr, hein. Alors, il faut aussi protéger ce qu'on appelle valeur intangible. C'est quoi une Qu'est-ce que valeur c'est? intangible? Ben, ça peut être la perte d'une propriété intellectuelle de quelque chose, un produit, un document, peu importe. Ça peut être le vol d'un projet. Si vous êtes une PME, vous avez des projets recherche et développement, ben, vous avez perdu votre projet. Et voilà. Il est peut-être passé à la concurrence. Vous allez perdre un avantage concurrentiel, hein, c'est possible. On peut aussi récupérer le portefeuille client de l'entreprise. Donc ça, ce sont les valeurs intangibles. C'est aussi des conséquences qui peuvent être dramatiques. Et la valeur humaine, la valeur humaine, elle est souvent sous-estimée. Parce qu'en cas de cyberattaque, vous allez voir ce que c'est que le stress. Ça va être quelque chose de très, très éprouvant. Moi, je l'ai vécu à titre professionnel, pas à titre personnel, dans des entreprises, des grandes entreprises. Ça a été très rude, hein, et les gens ont souffert de ça, hein. Il a fallu des assistants, des soutiens psychologiques pour certains, parce que le burn-out, la dépression, c'est pas loin, hein. Quand on perd tout, hein, il n'y a plus rien qui fonctionne, bah, forcément, ça ne met pas les gens en forme, hein. Mm. Ça, c'est sur le court terme. Mais sur le long terme, on peut constater des traumatismes aussi, ou une perte de motivation, simplement, hein. On n'a plus trop envie de continuer là-dedans. Donc, il y a ce facteur humain là-dedans qui est important, sans oublier le chômage technique qui va aller avec l'arrêt de l'activité, voire la faillite, hein, tout simplement. Donc, tout ça, Voilà. Donc, quand je disais que j'étais rabat-joie, allez, on ne s'est pas trompé, hein. c'est fini, reprenons-nous. Mais ce que j'ai dit au départ, hein, prendre des mesures de cybersécurité, c'est une démarche créative. Voilà, ça va améliorer vos relations avec vos clients, avec votre banque. Si vous avez besoin d'un financement et vous dites à votre banque, moi j'ai pris plein de mesures, ben, ça sera plus sympa que de dire j'ai rien fait. Pareil si vous êtes sous-traitant, ben, la personne pour qui vous travaillez sera aussi contente, l'entreprise, de savoir que vous avez pris des mesures, hein, parce qu'il y a beaucoup d'attaques qui se font par ce qu'on appelle la supply chain, donc la chaîne de sous-traitance. Donc, si vous avez pris des mesures, c'est bien. Finalement, voilà, il y a quand même un côté positif à tout ça. Il faut bien chercher, mais on le trouve. Alors, on n'a pas encore beaucoup parlé, enfin un petit peu quand même, des types de cyberattaques. Et peut-être que vous avez regardé d'autres webinaires. Et on se demandait avec Serge un petit peu ce que vous avez retenu comme nom de cyberattaque ou de type de cyberattaque. Donc, on vous propose de répondre à ce petit WooClap. Donc,
allez-y, à vos WooClap pour un petit peu voir ce que vous avez retenu des autres webinaires ou peut-être que ceux que vous connaissez finalement déjà. À vos WooClap. Ah, voilà, ça arrive. Ils sont toujours là derrière leur écran. Phishing arrive beaucoup. Ben voilà, hameçonnage, c'est aussi du phishing. Est-ce que vous avez d'autres idées que ransomware? On va aussi en parler, on aura même un point spécifique sur le ransomware, les attaques DOS, DDoS, DDoS. Donc voilà, c'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal, oui. Mais il y en a d'autres. Peut-être un petit rappel, hein, voir ce dont on va parler aussi principalement aujourd'hui. Ah, je vois qu'il y a aussi arnaque téléphone, ce qu'on dirait aussi l'ingénierie sociale, Ingénierie c'est ça? sociale, oui, oui, tout à fait. Alors voyons un petit peu. Donc les ransomware, ils ont été mentionnés. Oui. Donc ici, ce que je vous ai mis, c'est les attaques les plus courantes qui vont viser des indépendants. Mhm, Bien sûr qu'il y en a beaucoup plus, hein, mais la liste serait très très longue. Mais oui, voilà, je pense que le public ici a déjà mis le doigt sur les principales, hein. mhm, Oui, le ransomware, c'est clair. Ça, c'est vraiment le plus dangereux. Mais bon, le ransomware, ça découle d'autre chose. Le ransomware, il vient d'une faille technique, d'une vulnérabilité, ou il vient d'un phishing. Ça, on l'a évoqué. Il y a quelqu'un qui a mis phishing, vishing, etc. Oui, effectivement, on parle de phishing, mais il y a des dérivés au phishing. Il y a le smishing par SMS, le vishing par la voix. Il y a le quishing par QR code, le smishing par SMS, si je ne l'ai pas encore dit, voilà. Donc il y a le phishing et tous ses dérivés. Et ça fait partie d'une méthode qu'on appelle l'ingénierie sociale, dans laquelle on retrouve aussi, on l'a dit, ce qu'on appelle la fraude au président, ou les faux vies, les faux ordres de virement, bien sûr. Donc tout ça va être lié, hein. On va retrouver le faux et la fraude informatique, particulièrement au niveau des factures, hein. mhm. Un changement de numéro de compte. Il est tellement facile de modifier une facture avec Acrobat Reader. Enfin, voilà. C'est tellement facile à faire sans laisser la moindre trace. On change un numéro de compte, on envoie un mail. Tout ça, j'ai connu pas mal de cas avec des indépendants qui ont été victimes de ça, hein, le faux et la fraude informatique. L'usurpation d'identité, bien sûr. Ah ben j'ai mis deux fois le faux et la fraude informatique, c'est une erreur. Est-ce que Désolé, ça devait remplacer quelque chose ou pas? je ne sais pas. Voilà. En tout cas, il y a deux fois. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qui va viser. J'ai vu des DOS aussi, des attaques des DOS. Oui, je ne l'ai pas mis ici, mais considérez que c'était le deuxième faux et faux d'informatique. On peut mettre Donc, ceux qui ne savent pas, les attaques des DOS, c'est ce qu'on appelle les attaques par déni de service, quand on va bombarder de requêtes votre site web pour le faire tomber, simplement le rendre indisponible. C'est arrivé hier ou avant-hier. Comme d'habitude, sur le site de la Chambre des représentants, sur le site du Premier ministre et tout, c'était une attaque russe, hein, clairement déclarée, voilà, tout simplement. Voilà. Ça arrive très régulièrement, je ne vais pas dire tous les jours, mais que les Russes ou les Chinois, mais ici c'était les Russes, attaquent nos sites fédéraux. Ça arrive tout le temps. Voilà. On est prêt à ça. On est prêt. On fait ce qu'on peut. Enfin, le centre cybersécurité fait ce qu'il peut, mais on ne peut pas tout bloquer. Et, euh, et finalement, on va voir un petit peu, ben voilà, ça arrive, on est bloqué, qu'est-ce qu'on fait? Oui, ça arrive, hein, ça arrive. On est bloqué, qu'est-ce qu'on fait? Oui, Qu'est-ce première qu'on mesure. fait? Euh, On va voir un premier type d'attaque peut-être un peu plus particulier par rapport aux autres, les ransomware. oui, Euh, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est qu'un ransomware. Je, Redis-nous en quelques mots. je le rappelle en quelques mots, c'est quand vos données sont cryptées. Elles sont devenues totalement inaccessibles. Et pour pouvoir récupérer ces données, vous allez recevoir un mail, on vous demande de payer une rançon. Hein, vous connaissez les malwares, etc. Ben, ransomware, il y a rançon dedans en anglais. Et on va vous demander de payer une rançon en crypto-monnaie, hein. Généralement, c'est en Bitcoin.
Et vous allez avoir un message qui vous explique comment faire pour créer votre wallet, etc. Il y a une hotline, hein. Donc, on est dans la criminalité organisée. Ils ont une hotline. Vous pouvez les appeler. Ils vont vous expliquer comment faire. Voilà, tout simplement. Ils sont très gentils pour ça, très serviables. Ils Quand il ré- faut payer. Quand il faut payer, oui, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, ça c'est le ransomware. C'est assez critique, hein, évidemment, puisque vous n'avez plus accès à rien. Tout votre système est crypté. Et la question finalement, c'est est-ce que il faut payer ou ne pas payer la rançon? À votre avis, on vous pose la question dans le WooClap, payer ou ne pas payer? C'est la question de ce That's the soir. question. Ouais. Alors, pour l'instant, à 100%, ils nous répondent que non, euh, ils ne doivent pas payer Ah, ben, ils ont la été, rançon. c'est parce qu'ils ont été bien drillés. C'est bien. Ah, on Ah, a quand même une personne qui a... on a quand même une personne qui paye. Alors, est-ce qu'il y a une bonne, est-ce qu'il y a une mauvaise réponse? Euh, oui et non. Euh, voilà. Alors, en Belgique, on fait encore ce qu'on veut. C'est pas le cas en France, mais en tout cas, on va toujours vous déconseiller de payer. Mhm. Toujours. Pourquoi? Ben, c'est clair, vous n'avez aucune garantie de recevoir la clé de déchiffrement. C'est comme donner de l'argent à un inconnu dans la rue et attendre qu'il fasse quelque chose. Là, hein, c'est un petit peu aléatoire quand même, hein. Mhm. Donc C'est franchement, basé sur la confiance et de ce quelle fait, confiance? cybercriminalité, on Mais n'a quelle pas confiance? Il y a spécialement aucune... confiance. on a affaire à des crapules, enfin, s'ils n'ont aucune morale, aucune éthique, hein. Donc allez leur faire confiance, C'est risqué. c'est C'est encore risqué. plus risqué. Ceci dit, il y a des entreprises qui ont payé. Et je veux dire qu'il y a des entreprises qui ont pu récupérer leurs données. Donc, voilà. Il y a encore des, je ne vais pas dire des criminels honnêtes, parce que ça ne va pas ensemble. Mais c'est contradictoire. Mais bon, il y en a qui ont payé et ils ont pu récupérer. Mais ils n'ont généralement jamais tout récupéré. Alors, les statistiques qu'on a, ceux qui ont payé, grosso modo, ils récupèrent 60% de leurs données. Donc, c'est pas tout, hein. Quand vous payez, bah, vous encouragez finalement toujours à continuer cette cybercriminalité. Vous, vous financez la criminalité organisée, c'est clair. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous financez vraiment la criminalité organisée. Alors, est-ce que c'est des bonnes pratiques? Non. Maintenant, je peux comprendre le raisonnement d'un commerçant qui dit, oui, mais bon, moi, j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, je ne sais pas à qui m'adresser, qui va remettre mon système, donc je préfère payer. Et voilà, on verra bien. Mhm. Hmm. Oui, je peux comprendre. Alors, vous faites ce que vous voulez, puisque vous êtes commerçant, vous êtes indépendant, c'est votre argent, vous faites ce que vous voulez. Si on fait la même chose avec une administration publique, là, c'est un peu différent, parce que on paye une rançon avec l'argent public, il n'est pas très éthique, hein. Mm. Donc, voilà. C'est nous qui payons la C'est nous qui rançon. payons avec La les rançon. impôts, les rançons. Non, ça, franchement, là, ça ne va pas du tout, hein. Faut savoir qu'il y a des administrations qui sont visées aussi par des ransomware, hein. Il n'y a pas que des entreprises ou tout le monde, hein, est visé. Donc voilà, pour le public, enfin pour l'argent public, on ne paye pas la rançon, c'est sûr. Voilà, pour un indépendant, il fait ce qu'il veut, il peut aussi se faire aider, hein. Alors moi j'ai eu le cas, je ne citerai pas le nom de l'entreprise, mais c'était une grande entreprise, hein, là, où voilà, moi j'étais encore opérationnel à l'époque, j'ai fait appel à des négociateurs, des unités spéciales, enfin pas là où je travaille, de mon service. On a négocié et il n'y a rien du tout qui a été payé. Et on a obtenu la clé de déchiffrement. Hmm. Donc, voilà. Mais ça, c'était la bonne nouvelle. Voilà. Ici, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne fera pas ça pour un commerçant indépendant. Voilà, ça s'est fait parce que c'était une grosse entreprise, c'était un peu critique quand même. Mais là, vous n'aurez pas Ce service, non, ça, vous n'aurez pas non, on n'aura pas. non, non. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Désolé. Mais il existe des alternatives au paiement. Il existe des alternatives au paiement. Voilà. Alors, justement, puisqu'on parlait de Logbit tantôt, bah, peut-être que d'ici quelques semaines, quelques mois, euh, il y a des solutions, hein. Il y a un site, puisque je vois qu'il est à l'écran, qui s'appelle nomoreransom.org. On ne va pas lancer tout de suite la vidéo, j'explique simplement que c'est un partenariat public-privé. Donc, le privé, ce sont des entreprises d'édition de logiciels antivirus, etc. Et le public sont des services de police.
européens, y compris belges, hein, la police belge est dedans aussi. Et ce travail se fait en commun pour essayer de trouver de casser les clés de cryptage en fait, hein. Et de temps en temps, enfin même régulièrement, ça marche. Et dans ce cas-là, quand la clé de décryptage est trouvée, on peut lancer la vidéo, je vais continuer à parler, ben, elle est publiée évidemment sur le site nomoransom.org. Donc ça veut dire que si un jour vos données sont cryptées par un ransomware, ne les jetez pas tout de suite, hein, gardez-les quelque part. Et peut-être qu'un jour vous pourrez les récupérer. Alors, en allant sur ce site, bien sûr, c'est, il suffit de suivre les instructions. C'est pas fait pour les informaticiens, c'est fait pour le public. Vous suivez les instructions pas à pas, avec un petit tuto, et vous allez peut-être récupérer vos données. Il y a régulièrement des clés de déchiffrement qui sont mises là-dedans. Vous avez des conseils aussi en français, hein, ça fonctionne dans plein de langues différentes, puisque c'est au niveau européen. Donc, vous aurez les explications en français. Si vous avez des questions, vous pouvez même télécharger des fichiers ou des demandes de rançon, hein. Si vous recevez un mail avec une demande de rançon, vous pouvez le télécharger, le mettre là, voilà, on voit l'écran, et télécharger un fichier ou l'autre, et ça va être analysé, hein. Et peut-être qu'on pourra vous aider. Donc, c'est pas toujours désespéré. Il y a parfois des solutions qui existent. C'est totalement gratuit, évidemment, hein. Voilà, il n'y a pas rien à payer, il n'y a pas besoin de s'affilier. Il suffit d'aller voir le site, de consulter les facs. Et donc le fait par exemple, d'uploader la demande de rançon et Oui, de- d'expliquer ce qui s'est passé, oui. ça aide. Bien sûr que ça aide. Plus il y a d'informations, plus elles peuvent être croisées, analysées. Il faut savoir qu'au niveau européen, on a Europol. Il y a une unité là-bas spécialisée qui s'appelle EC3. Ils collectent, ils rassemblent des données de tous les pays, enfin tous les pays qui sont affiliés à Europol, bien sûr, mais ils travaillent aussi avec Interpol, avec les Américains, avec d'autres pays. On croise toutes ces données. Et c'est ce qui permet, comme on l'a vu avec Logbit ici, hier ou avant-hier, bah, après analyse, après croisement, après enquête, hein, c'est toute une enquête qui se fait dans le dark web, ça permet de faire tomber, d'identifier des auteurs et de faire tomber, de, voilà, et puis de récupérer des données, hein. Logbit, on va récupérer absolument plein de données. Voilà. Il ne faut pas croire ils sont pas toujours tous cachés en Russie, en Chine, en Corée du Nord. Je me souviens qu'il y a 2 ans, on a interpellé le membre, un membre d'un gang de ransomware à Namur. Voilà, un type de 22 ans de mémoire, il avait 22 ans. Ils sont ici, ils sont Bon, proches de nous, ils Ils, se é- ils cachent étaient parmi proches, hein, nous. Ils sont pas tous en ils sont pas Russie. tous en Sibérie, hein. Non, non, il peut y en avoir plus près, beaucoup plus près. Donc pour répondre à Fabien, qui nous demandait, tiens, faut-il renseigner l'attaque à la police? Euh, la Bah, réponse est oui. la réponse, clairement, est oui. Alors, je sais que souvent, ça paraît inutile, hein. Le dépôt de plainte, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est inutile parce que, bon, vous avez une patrouille qui arrive, de policiers qui arrivent dans leur combi. Ouais, c'est pas eux qui vont résoudre votre problème, c'est clair, hein. Mais simplement, ils vont ouvrir une procédure. Vous allez avoir comme un numéro de procès verbal, une procédure au parquet qui va être ouverte. Il y aura peut-être un juge d'instruction qui sera saisi. Il y aura la Computer Crime Unit régionale qui va faire son enquête, hein, qui va essayer de Mhm. collecter des données. Tout ça, ça remonte Et au... qu'importe le niveau de l'entreprise, donc qu'on soit Ben, commerçant, fleuriste alors, ou... normalement, non, je veux dire que normalement, oui, c'est qu'importe. Dans la pratique, c'est parfois un peu différent et c'est pas Mhm. normal, mais c'est vrai qu'il y a parfois des gens qui attendent qu'un service spécialisé arrive et qui n'arrive pas. Et je dis la vérité, hein, c'est comme ça. Mais si on s'impose un petit peu, voilà, il faut faire bouger, hein. Il faut parfois un petit peu assister auprès de la police locale. Mhm. C'est vrai, je le dis clairement, mais il faut parfois un peu assister pour qu'ils bougent, ils savent qu'il y a des computer crime unit, ils savent, ils connaissent le service, il suffit de passer un coup de fil, hein. Voilà. Et après, voilà. Et après, il y a des CCU qui sont parfois plus rapides que d'autres, je le dis aussi. Donc, le service spécialisé régional intervient, va collecter des données, ça remonte au niveau national, de là ça part, comme j'ai dit, à Europol, etc. Donc ouais, ça sert à quelque chose de déposer plainte. C'est pas juste les 3 lignes d'audition sur le procès verbal. Vous dites ça sert à rien, mais ça peut servir quand même. Il faut déposer plainte. Et donc, il y a déposer plainte, aller sur le site ransomware.org. Oui, il y a plein de choses à faire, Et, hein. et alors, l'autre point, c'est
ben, remettre tout en place. Donc, si on a fait des sauvegardes, Ah oui, on oui, peut oui, 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 mais il restaurer. y a encore plein d'autres choses à faire. Oui, oui, bien, on va y venir aussi. Oui, si vous avez des sauvegardes, je dis bien si, parce que tout le monde n'en a pas. Oui, c'est le moment de les mettre en route et vous assurer qu'elles ne sont pas affectées elles-mêmes. Hmm. Ah ben oui, il peut y avoir une sauvegarde avec un ransomware qui a été placé 6 mois avant, qui dort tranquillement, qui attend justement la restauration pour se réveiller. Rabat-joie jusqu'au bout. Hein. Voilà. Faut assumer. Hein. J'assume. Donc oui, en tout cas, c'est bien d'avoir des sauvegardes. Alors, je ne sais pas, on peut revoir le slide peut-être sur les sauvegardes. Je ne sais pas si j'ai mis un petit truc 3-2-1 là, Trois non? deux un, oui, Ah il y voilà, c'est avait ça. le système Oui, 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 de oui, oui. sauvegarde trois Pourquoi deux un. 3-2-1? Parce que c'est la meilleure politique de sauvegarde à faire. Ça veut dire quoi, 3-2-1? Ça veut dire trois sauvegardes sur deux supports différents, dont un qui est externalisé. 3-2-1. Ok. Voilà, on peut avoir une sauvegarde complète, une sauvegarde différentielle, etc. Peu importe, mais il en faut trois. Deux supports différents, ça peut être un disque dur externe, ça peut être un NAS, et une externalisée, ben, ça peut être dans le cloud, hein, chiffré, évidemment. Hein, il faut la Trois chiffrer, deux la un. sauvegarde. Trois sauvegardes, Mais deux ça, supports voilà. différents et un qui est à l'extérieur Oui, mais il faut les du chiffrer bâtiment. aussi. Et chiffrer Ah oui, le bon oui, système de toujours. sauvegarde. Oui. Alors, petite question WooClap. On va lancer une autre question WooClap. À votre avis, quels sont les signes un peu avant-coureurs d'une cyberattaque? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ransomware, on reçoit un message, mais là, on passe sur d'autres types de cyberattaques. Euh, à votre avis, que se passe-t-il? La lenteur du PC, effectivement, lenteur du PC. Là, il y a plusieurs personnes qui s'accordent pour dire ça. Les messages d'inconnus, la boîte mail qui rame. Donc là, voilà, lenteur système, ralentissement du système. Effectivement, tout le monde s'accorde à dire que effectivement le PC ralentit, va même bloquer. Et oui, et les messages un peu bizarres qu'on n'aurait pas habituellement. Effectivement, hein, effectivement, ils ont raison. La lenteur habituelle, Non, inhabituel. inhabituelle, pardon. Habituelle, ça c'est que pour. C'est que pour la justice. Et alors, donc les alertes de sécurité, on peut les mettre sous les messages un peu bizarres. Oui, donc lenteur inhabituelle, effectivement, si vous démarrez une application, que vous regardez le sablier pendant 10 minutes, euh, C'est bizarre. bah oui, non, si vous êtes magistrat, c'est normal. Et que vous travaillez sur le système informatique de la justice, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, effectivement, vous n'êtes pas magistrat, il y a un problème. Hein, c'est pas normal qu'on doive attendre 10 minutes. Il y a quelque chose un service là, un service qui tourne sur la machine, inhabituel, c'est clair. Bah, les fichiers inaccessibles ou cryptés, je pense qu'on peut imaginer qu'effectivement, il y a, Là, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Hein. ou alors on aurait oublié de les avoir, qu'on les avait cryptés nous-mêmes. Voilà, ça peut arriver hein, dans un moment De d'euphorie, stress. on ne sait jamais. Des alertes de sécurité nombreuses. Alors, ces alertes de sécurité, soit elles sont réelles, parce que Mhm. vous avez une solution de sécurité qui vous dit attention, ça ne va pas, soit j'ai mis une fake là, comme illustration. Voilà, c'est déjà un malware qui est installé sur l'ordinateur et qui va vous dire attention, il y a des virus, hein, mais vous cliquez ici, vous téléchargez l'antivirus, c'est Et tout ira totalement bien. gratuit et ça va réparer votre machine. Et évidemment que non, hein, c'est au Évidemment contraire, que non. ça va, ça va faire que juste augmenter le problème. Hein. Donc voilà. Donc oui, les gens, je pense qu'ils ont bien compris. Oui, effectivement, Notre public est un bon public, comme toujours d'ailleurs. Hein. comme toujours. On a ce qu'on mérite, hein, je pense, et du coup, on est bon, donc on a un bon public. Bah, ça doit être ça. Ça doit être ça. On va Euh, essayer de les garder jusqu'à la fin. Ça, c'est pas encore garanti. alors, petite question encore, Wouklap. Ben là, voilà, on a remarqué que ça n'allait pas. À votre avis, comment vous réagissez? Que faites-vous en cas de cyberattaque? Jetez votre PC par terre. Finalement, c'est un peu ce qu'on fait c'est ce qu'on a envie de faire quand le PC est lent, hein. Moi, j'avoue, j'ai envie de jeter mon PC par terre. Est-ce que c'est la solution? J'appelle un collègue, j'appelle un ami.
J'appelle la police. J'applique pardon, le PRI. Alors, j'ai mis exprès l'acronyme pour voir peut-être que des gens connaissent le PRI, Il faut peut-être mettre le pas. prix, c'est ça. Il faut mettre le prix. J'applique le prix. Voilà, c'est très bien, très bien. Je n'avais même pas remarqué. Ou je coupe l'électricité. Comment réagissez-vous en cas de cyberattaque? Voilà, vous avez remarqué que votre PC est lent, vous avez des messages bizarres, vous avez des fichiers qui sont cryptés. Quelle est votre réaction? Je coupe l'électricité, remporte les sondages. J'appelle la police. J'appelle un collègue. Au secours, la technique. Ça, j'appelle la collègue. Mhm. Et je jette mon PC par terre. Ah ben, voilà, moi, je crois que j'aurais fait Bah non, ça. parce que Énervé, ça coûte cher. ça ne fonctionne pas. Alors, quelles sont finalement les... la première action à faire, Serge? C'est débrancher la machine du réseau. C'est pas forcément couper l'électricité, Mhm. parce que ça, on verra que, au contraire, ça peut être utile de ne pas couper le courant. Mais par contre, il faut tirer le câble réseau, couper le Wi-Fi. Voilà, ça, il faut absolument isoler du réseau pour éviter que. Voilà, c'est comme si c'est une tempête qui ravage la boutique. Là, si on laisse tout sur le réseau, bah, c'est tout le système qui va être affecté. Peut-être que c'est déjà le cas, mais voilà, quand on ne sait Dans pas, le doute, on coupe le on met réseau, en on coupe quarantaine. l'Internet, hein, c'est la première chose à faire. On coupe le Wi-Fi, on retire les câbles, mais on n'éteint pas forcément la machine. Ça, c'est la première chose à faire. On ne va pas les connecter de périphériques externes. Voilà, quelquefois qu'on dirait, bah, c'est maintenant que je vais remettre ma sauvegarde tout de suite avec mon disque dur externe. Non, Pas conseillé. c'est trop tôt. C'est trop tôt, hein. C'est un peu. Voilà, on va plus utiliser évidemment l'appareil qui semble être affecté. Et je dis ne pas l'éteindre. Oui, ça c'est pourquoi il ne faut pas l'éteindre. Pourquoi il ne faut pas l'éteindre? Parce que chaque ordinateur est équipé de ce qu'on appelle une mémoire volatile qu'on appelle la RAM. La RAM, quand on achète un ordinateur, maintenant, il y a minimum 4 gigas De de RAM. RAM. C'est le minimum, hein, vraiment maintenant. Eh bien, dans cette RAM, il faut qu'elle soit alimentée électriquement, hein, pour que sinon, si on coupe le courant, elle s'efface. Mhm. Or, dans cette RAM, on peut retrouver, peut-être, probablement, beaucoup de traces qui peuvent être collectées par un service spécialisé. Donc, pas par la police locale qui va arriver, mais par une computer crime unit qui viendrait sur place. Il y a tout à fait les outils disponibles pour capturer toute cette RAM. Moi, quand j'étais opérationnel, on le faisait régulièrement, pas pour des ransomware hein, spécifiquement, on le faisait pour tout quand on allait en perquisition. On a retrouvé plein de données très très intéressantes, hein, y compris des logins, des mots de passe. Mais on pourrait par exemple trouver dans la RAM l'origine de l'attaque. On pourrait peut-être le trouver. Ça doit être analysé, hein, ce sont des spécialistes qui font ça. Donc moi, je conseille de ne pas éteindre, en espérant qu'il y ait un service qui vienne la collecter. Bon, j'ai déjà expliqué ça dans une grosse entreprise de 3000 personnes. Quand j'ai dit ça, l'informaticien a levé les bras au ciel en disant: Oh non, non, on éteint tout, on éteint tout. Voilà. C'est panique, panique non justifiée parce que non, Une fois c'est leur s'il n'est pas responsabilité. connecté à d'autres Une fois qu'il est d'autres isolé, vous PC, avez mis d'autres. vous avez un voleur qui est rentré dans votre magasin. Bon, vous allez réagir tout de suite, hein, c'est normal. On ne va pas le laisser tranquillement comme ça. Il faut le mettre en quarantaine. On va essayer de le bloquer dans une pièce pour pas qu'il puisse ravager tout le magasin, hein. Donc, Mhm. c'est le principe. Là, c'est exactement la même chose. Donc oui, après, il faudra appeler la police, etc. Mais dans un premier temps, on coupe le réseau. C'est vraiment la seule chose La à faire. première étape. On prévient ses collègues, oui. Si on a des collègues, on dit attention, il y a un problème, comme quand il y a le feu, hein, tout simplement. On prévient, oui. Mais la première chose à faire, c'est couper le réseau. Et après qu'on a isolé le PC infecté, qu'on a mis en quarantaine le... Oui. ce qui n'allait pas, c'est quoi Après, on peut, les étapes suivantes? on peut contacter son prestataire informatique, le cas échéant, si on en a un. On va changer tous les mots de passe à partir d'un autre appareil. Ça, Évidemment, ça, mais précisons-le quand même. précisons-le, même si ça coule de source, mais bon. On va déposer plainte, oui, là on peut appeler la police, hein. Et il faut aussi peut-être prévenir sa banque. On ne sait jamais, hein. Alors je sais qu'il y a des systèmes, il y a des gens qui nous écoutent qui savent, mais il y a des systèmes très performants d'alerte hein, dans les banques hein, qui vont détecter.
peut-être des anomalies. Ben bon, ça ne coûte rien de passer un coup de fil, dire attention, j'ai un souci, regardez quand même mes comptes. Si vous voyez un truc suspect. Voilà, c'est quand même utile de le faire, je Mm. pense. Mais bon, la première réaction, c'est le réseau, on va couper le réseau. Et ensuite, que se passe-t-il? Tu m'avais expliqué que les premières heures étaient assez Les premières importantes. heures sont cruciales, évidemment. Bah, on va essayer d'identifier l'origine de l'attaque. C'est pas forcément la victime, c'est pas forcément vous qui nous regardez qui allez le faire. Pour ça, il faudra faire appel à des experts. Alors, je vais pas faire de publicité, hein, j'en connais, mais je ne vais pas faire de publicité ici. Il faut essayer de trouver. Il y a des gens qui répondent sur incident, hein, donc ils peuvent venir tout de suite. Il faut essayer de trouver l'origine de l'attaque. Est-ce que c'est un mail, c'est un phishing quelque part, c'est un malware? Ouais, c'est comme une enquête policière, hein. Il faut trouver le suspect, c'est crucial pour la suite de l'enquête. Euh, on a isolé les systèmes. On a isolé les systèmes, c'est très important. On a fait appel à des experts, des consultants. Il faut documenter. Alors, c'est toujours important de documenter, c'est tenir votre registre, hein, quelque part. À quelle heure vous avez constaté le problème? Qu'est-ce que vous avez constaté comme problème? Quelles sont les réactions, les mesures qui ont été prises? C'est toujours important d'avoir cette feuille de route. Mhm. Ça aide pour la suite, parce qu'on a tendance à oublier assez facilement des détails. Et parfois, Qui les petits pourrait être détails important. pourraient être importants, effectivement. Donc, on va aussi notifier les parties concernées. Les parties concernées, bah, c'est les clients, c'est les fournisseurs, c'est le prestataire, on l'a dit, hein, le prestataire informatique. On peut considérer que la banque, c'est peut-être aussi une partie concernée, hein. Chacun doit voir. Et puis, il va falloir réfléchir à comment on va récupérer ou tenter de récupérer le système. Il va falloir mettre un plan, hein, une planification. Donc voilà, ça, c'est les choses, les 24 heures qui sont importantes après. Mais je pense qu'il y a des choses qui vont se passer en moins de 24 heures, hein, dans ce que je viens d'expliquer. Les gens vont aller plus vite que ça, mais en tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Oui. Après, ben, il faut essayer de récupérer les données et les systèmes, hein. C'est la partie un peu difficile parfois. C'est comme une tempête, hein, qui a ravagé la boutique. Il Oui. faut quand même s'assurer que tout est safe et qu'on puisse réinstaller les sauvegardes, réinstaller Ben, pour l'installer, les il faut faire systèmes. un inventaire. Mhm. C'est comme quand il y a une tornade qui est passée dans la maison, hein, le tout est par terre. Donc, il faut faire un inventaire. Là, c'est la tempête numérique qui a ravagé la boutique numérique, hein. Donc, c'est pareil, finalement. Et puis finalement, pour savoir Il cet faut- inventaire, il fallait aussi le faire avant, savoir ce qu'on Ah avait. Et oui, ça, ça, on en parlera après. on en parlera On après. en parlera après. On Mais parle je de tease, je l'inventaire, oui. tease. Ben, il faut évaluer les dommages, hein. Qu'est-ce qu'on Mhm. peut encore récupérer? C'est comme les meubles après une inondation, hein. Qu'est-ce qu'on doit jeter? Qu'est-ce qu'on peut encore récupérer, hein? C'est évaluer les dommages, bien sûr. C'est essayer de restaurer à partir des sauvegardes. Alors, on fait des sauvegardes, on ne les teste jamais, ces sauvegardes, hein. Je connais très peu de gens qui testent les sauvegardes. Il faut espérer qu'elles fonctionnent. Mhm. Donc, on va croiser les doigts très fort pour. Et puis, on va nettoyer et réparer. Et nettoyer, ça veut dire qu'il va falloir peut-être réinstaller les applications, réinstaller les logiciels, faire les mises à jour des systèmes à Windows, peu importe votre serveur, etc. Il va falloir tout, peut-être tout réinstaller et faire les mises à jour, parce que, bon, déjà ça, il faut les faire tous les jours, mais si c'est une sauvegarde qui date d'une semaine, 15 jours, il faut absolument le faire. Vérifier que les sauvegardes ne sont pas affectées. Donc, faire des tests petit à petit, hein. Il ne faut pas tout rouvrir, il ne faut pas brancher la prise d'un coup. Il faut faire des tests, s'assurer que tout fonctionne. Mhm. Une partie à la fois, pas tout d'un coup. Ça prend du temps. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Et ensuite, bah, il faut tirer les leçons. Comme toujours, hein, si on veut se protéger mieux pour l'avenir, on a ce qu'on appelle le rétexte dans le métier, le retour d'expérience. Ben, on apprend toujours de ce qui est positif ou de ce qui est négatif. Il y a toujours des leçons à tirer. Donc, voilà, ça m'est arrivé, mais il ne faut plus que ça arrive. Comment est-ce que je vais faire pour essayer que ça n'arrive plus, hein? Donc, il y a des leçons à tirer. Bon, là, c'est venu par une faille de vulnérabilité. Pourquoi il y avait cette faille? Ben, c'est parce que je n'ai pas fait mes mises à jour. Donc, on va planifier les Donc, on mises va à jour peut-être planifier les mises à jour automatiquement.
Voilà. Ou là, c'est parce que j'ai ou quelqu'un qui travaille avec moi a cliqué trop vite sur un lien dans un mail. Hein. On se rend compte que c'est un phishing qui a, voilà, ou un, ou un lien qui a installé un malware. Hein. Ça arrive aussi. Ou voilà, le pare-feu qui était mal configuré, ça arrive aussi. Donc, voilà. Il faut essayer de trouver absolument cette origine, tirer les leçons, on apprend et dire voilà, maintenant Et on ne a eu plus ça, faire les mêmes erreurs. on va plus faire les mêmes erreurs. On dit toujours qu'un âne ne va pas buter deux fois sur le même caillou, bah, là c'est la même chose. Ça t'est déjà arrivé, De faire voilà, des erreurs? non, de Jamais. tomber sur une entreprise qui a eu une première cyberattaque et puis en fait, après, une attaque quasi similaire. Non, non. Moi, non, j'ai pas connu ça. Non, non, mais ça peut arriver. Mhm. Ça peut arriver parce que déjà, je ne l'ai pas dit tantôt, mais si vous payez la rançon, si Ils ont toujours les données. Ils Ils ont peuvent toujours les les données, rendre, mais mais quand on paie la rançon, on passe pour un client facile. Hein. Donc, il faut savoir que dans les forums des communautés de cybercriminels, l'information circule très bien. Donc, on va dire, bah, Pauline, elle paye tout de suite hein, quand elle est elles payent attaquée. bien, donc Elle paye bien. Donc, voilà, les gars, voilà l'adresse, n'hésitez pas. C'est bien chez Pauline. Si vous n'avez pas corrigé la faille technique, la vulnérabilité, on va dire, bah, c'est toujours ouvert, c'est open bar. Et on se partage les infos dans ces forums. Hein. mhm. Donc, voilà. Ils sont partageurs, ces Et ils hackers. sont très partageurs, les hackers, Alors, un point absolument. qu'on n'a pas peut-être beaucoup développé, enfin, tu en as parlé un petit peu avant, c'est tout ce qui est aussi communication. Donc, communication de crise en interne, en externe. C'est un point assez aussi crucial. On avait parlé de réputation. Là, qu'est-ce que tu nous conseilles pour la communication, peut-être pendant l'attaque, après l'attaque, en interne, en externe, Il faut toujours communiquer, toujours. Il faut être la base. honnête et transparent. Évidemment, c'est plus tentant de cacher, Mhm. de ne pas dévoiler l'étendue des dégâts. Ça paraît plus facile comme ça à court terme, mais ça peut se retourner finalement. Ça peut se retourner contre nous si on fait ça à long terme. Donc, le plus simple, franchement, c'est le plus simple, c'est d'être transparent et de dire voilà, on a un souci, voilà ce qui se passe. Vis-à-vis des clients, des partenaires, des fournisseurs, etc., c'est quand même plus facile. Et ça paraît plus honnête. Et allez, on a construit une relation de confiance pendant des années. Et Mhm. puis maintenant, on va aller cacher des trucs. C'est pas une bonne politique. Hein. Il faut être clair, il faut être concis. Voilà, c'est pas la peine d'utiliser du jargon informatique avec tout le monde. Hein. Oui, peut-être vers l'extérieur. Voilà, C'est sûr qu'il ouais, faut s'adapter. rester clair. Les Hein. fournisseurs, il faut aussi les prévenir. Faut expliquer les mesures qu'on a prises, donc le plan d'action qu'on met en place. Il faut faire des mises à jour régulières dans sa communication, même s'il n'y a pas beaucoup de progression, parce que bon, la cyberattaque, elle peut perdurer sur plusieurs jours avant qu'on ne récupère le système. Hein. Récupérer un système, ça prend plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Ça dépend de la taille de l'entreprise. Hein. J'ai connu une entreprise, il a fallu un an pour remettre tout en route. Hein. Donc, Mhm. bon, il faut communiquer régulièrement, même s'il n'y a pas un grand changement, parce que si on ne communique pas, bah, pour certains, ça pourrait passer pour du mépris ou de l'inaction. Donc, ils ne communiquent pas, c'est qu'ils ne font rien. Hein, donc, C'est-à-dire que le site va rester down ou l'accès, en tout cas, au commerce n'est plus oui. possible et ce Alors, sera un point de à tout contact paiement. dédié, j'ai mis ça dans un slide. Oui, J'ai mis un point de contact dédié. Si vous avez l'occasion, bah, pourquoi pas mettre une ligne téléphonique, voire une hotline, hein, carrément, si vous êtes pour répondre une aux PME, clients, fournisseurs. ou une adresse email dédiée à ça pour communiquer. Voilà, c'est bien. Et faire C'est possible, l'adresse email. quand c'est possible. C'est possible. Et faire preuve d'empathie hein, vis-à-vis des victimes. Les victimes, là, bon, bien sûr, c'est l'entreprise, c'est le commerçant, mais c'est aussi les clients, hein, quelque part. Mm. Donc, faire preuve d'empathie parfois aussi. Hein. Parce qu'eux aussi peuvent se retrouver dans des Bah, oui, situations hein, si leurs données compliquées à sont la dans la suite. nature, c'est clair qu'ils sont aussi quelque part victimes, hein, bien sûr. Alors là, tu nous as mis un bon et un mauvais exemple de communication de crise. Oui. Euh, Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon? Bah, ce qui est bon, c'est à droite, et ce qui est pas bon, c'est à gauche. Et Pauline, elle dit, communiquer, c'est communiquer. C'est toujours au foot de la communication. Oui, mais bon, il y a plusieurs façons de communiquer.
Voilà un exemple tout récent à gauche, hein, c'est français, donc pas de danger pour nous. Ça date d'il y a une dizaine de jours, plus ou moins. C'est une caisse complémentaire d'assurance mutuelle, hein, si j'ai bien compris, qui a juste perdu 33 millions de données. Euh, voilà, dans sa base de Juste données. 33 millions. Ils avaient dit 23, mais au départ, hein. Ils avaient dit 23 ou 24 millions, mais maintenant, on est quand même à 33 millions. Et il y a un peu plus. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. C'est comme chez le boucher, hein. Désolé s'il y a des bouchers, mais c'est comme ça que ça se passe, hein. Je ne dirais pas le contraire. Euh, voilà. Et alors, ils communiquent. Ils communiquent gentiment en disant, bah, on n'a pas perdu grand-chose, vous inquiétez pas, juste nom, prénom, votre adresse. Voilà, c'est pas grand-chose. Avec ça, on sait pas faire grand-chose, quoi. Ça s'appelle une mauvaise communication, je pense, hein. Je ne sais pas comment les gens reçoivent ça, mais c'est quand même un crétin qui a écrit le communiqué, là, hein, à mon sens. Enfin, Ouais, aller dire que bah, ça reste des données de quelqu'un, donc voilà. dire que c'est pas grand-chose, je pense qu'il ne se rend pas bien compte de la portée que ça peut avoir. Avec ça, on peut. Là, il n'y a pas d'empathie, en fait. Je trouve que Il n'y a pas il n'y a d'empathie, pas non, d'empathie. non, 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 non. Non, non, juste que ça peut aggraver depuis lors et qu'on ne sait plus prendre des rendez-vous sur Doctolib, etc., parce que tout est foireux. Donc, il y a plein de choses à vérifier. Voilà, donc, il y a quand même des grosses conséquences. La bonne communication, là, je vous ai juste mis la première page d'une note comporte une trentaine de pages, donc juste mis là. Ça, c'est de la bonne communication. C'est dans une grande entreprise dans laquelle je suis intervenu pour une cyberattaque. Et là, c'est tip-top, hein. C'est tip-top. C'est tip-top parce que c'est Bon, complet. je vais pas montrer les 30 pages de la note, bien sûr, mais on voit que ça, c'est des gestionnaires qui ont voilà, Mhm. ingénieurs de gestion qui a écrit ça, hein, je peux le dire. Voilà, la situation avant la crise, enfin avant l'attaque, pendant l'attaque, après l'attaque, etc. Donc, et ça a été largement communiqué à tous les partenaires. Voilà. C'est une note impeccable. Ils expliquent exactement, bon, je ne sais pas si vous savez lire, c'est un peu petit, mais Un petit peu petit, je ils pense. expliquent quand même que ils avaient pris des mesures préventives, quoi. Ils s'attendaient un jour à être attaqués, donc ils avaient déjà pris plein de mesures avec que beaucoup de gens n'ont pas, hein, soyons clairs, hein, avec Mhm. un service de garde, tout le machin. Ils avaient tout et ils pensaient être à l'abri. Mais Ah on non. n'est jamais à l'abri. Non, et là, c'est une vulnérabilité technique, une mise à jour qui n'a pas été faite. Euh, voilà. Mais bon, on ne parle pas de PC, hein, on parle d'un parc informatique assez important, hein, très très important. Donc, voilà, on ne peut pas penser à tout, mais là, en tout cas, au niveau de la com, ça a été impeccable. Et ils ont communiqué à la télévision, dans les journaux, etc. Donc voilà, ils ont vraiment fait ce qu'il fallait. Ils ont été complètement transparents sur ce coup-là. Sans en dire de trop non plus, comme tu disais tout à l'heure. Oui, oui, Transparent, oui, bien sûr. pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, je vais essayer de faire le récapitulatif de cette première partie de webinaire pour voir si j'ai bien suivi Serge et tu me corrigeras Moi, oui, hein. si ça ne va pas. Donc, on a finalement 4 points. Réduction des dommages, c'est le côté un peu isolé, mettre en quarantaine euh, ce qui ne va pas, un PC. Voilà, une partie d'un site, c'est peut-être plus technique pour moi. Ben, c'est la préparation qui permet aussi de réduire le risque, hein. Si j'ai mis un bateau, c'est parce que vous êtes le capitaine, vous êtes le commandant du navire, Mhm. donc vous êtes responsable. On compte sur vous, enfin, les passagers comptent sur vous. Sachant qu'aujourd'hui, une cyberattaque, ce n'est plus une probabilité, hein, c'est quasiment une certitude. Alors, vous dites, j'entends toujours ça, mais pourquoi je serais attaqué? Moi, je suis indépendant, j'ai eu rien de stratégique, je n'intéresse personne. Si, parce qu'il y a des attaques qui sont ciblées, où là, vraiment, on vous en veut, quelqu'un veut vous faire la peau, c'est clair. Mais il y a aussi plein d'attaques à l'aveugle. Il y a des bots, des robots qui tournent sur Internet à la recherche de failles. Et qui ne choisissent pas leur Voilà, si je vous victime, montrais les logs mais qui savent sur ma page repérer. web, ma petite page vitrine, voilà, c'est rien du tout que je regarde, 99% des connexions, c'est chinois ou russe. Voilà. Mais c'est comme ça chez vous aussi. Mhm.
Autant vous le dire. Allez voir les logs sur votre page web, vous allez voir que vous avez plein de choses. Vous dites, mais j'ai pas de clients en Chine, ni en Russie, ni aux N'importe où. États-Unis d'ailleurs. Tiens, c'est tout des VPN qui se connectent. Voilà. Donc ça, c'est des bots qui tournent Oui, c'est automatiquement, des bots qui qui sont tournent identifiés automatiquement. Ils depuis la cherchent une Russie, faille, la hop, il a Chine. trouvé un WordPress qui n'a pas été mis à jour. Il faut en rentrer dedans. La moitié des sites web sont faits avec WordPress. Faut savoir. Donc, réduction des dommages, ça demande une préparation adéquate. Et ça peut, c'est comme avoir des gilets de sauvetage et des radeaux sur votre bateau, hein, ça peut vous aider. Voilà, Après la deuxième étape, donc pour survivre en cas d'attaque, que le bateau ne coule pas complètement, le bateau ne coule pas complètement, donc on a fait des sauvegardes, ça aussi c'est la préparation, et on peut commencer un à rétablissement rapide. rétablir. C'est comme le SMUR, hein, vous avez une équipe qui est prête à intervenir, qui est prête à aller sur tout. Bah, il faut avoir des sauvegardes, Mhm. il faut avoir son agenda papier avec les gens hein, qu'il faut contacter en cas de problème. Recherchez peut-être déjà dans votre région s'il n'y a pas des experts, des petites entreprises qui peuvent intervenir en réponse à incident. Voilà, regardez dans votre région. Ouais, je ne peux pas vous donner de nom ici. Ça existe. Si ça arrive, bah, ça évitera d'aller chercher pendant 3 heures sur Internet que vous n'aurez plus de toute façon. Donc, autant essayer de prévoir ça. Le maintien de la confiance des clients et des Bah fournisseurs, oui. là ça passe par une bonne communication. Bah, c'est la communication, effectivement. Si vous êtes, si vous gérez déjà efficacement la cyberattaque, enfin avec toutes ces mesures-là, vous allez aussi montrer à vos clients que vous faites du taf, quoi. Il y a quand même quelque chose qui se fait derrière. On essaye, on fait ce qu'on peut, hein, on est bien d'accord, mais au moins les gens ils voient que vous faites quelque chose. Et après, finalement, c'est voir ce qui n'a pas Oui, été et c'est le s'améliorer. retour d'expérience, c'est de l'apprentissage et l'amélioration, bien sûr. On apprend toujours de ses erreurs. On apprend aussi des choses qu'on n'a pas demandées, mais qui nous arrivent quand même, bien sûr. Mhm. Alors, ceci clôture la première partie de ce webinaire. On va voir la suite après ce petit moment de pause. Donc, restez avec nous. Oui, restez, ne partez pas tout de suite, Ne hein. partez pas. On va parler un peu de stratégie préventive, de PRI parce qu'on l'a du prix. On va parler du prix. Donc restez avec nous. On se retrouve pour parler du prix et de ces autres informations qui vous concernent et pour répondre aussi aux questions. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes. Donc n'hésitez pas à rester. On répondra à vos questions juste après. Avant d'entamer le processus de demande d'aide, le bénéficiaire doit sélectionner son prestataire parmi l'ensemble des consultants, coachs et formateurs reconnus par la Wallonie. Petite précision, le formulaire de demande de chèque en ligne peut être complété soit par le bénéficiaire, soit par le prestataire. Les données encodées restantes enregistrées, elles ne sont à remplir qu'une seule fois. La première étape consiste à s'inscrire sur la plateforme. Rien de plus simple. Identifiez-vous en tant que personne physique avec votre carte d'identité. Vous ne le faites qu'une seule fois. Complétez vos coordonnées. Un email de vérification de celle-ci vous est envoyé. Votre inscription donne accès à un tableau de bord.
Vous pouvez dès lors compléter le formulaire de demande de chèque en passant d'un onglet à l'autre. Pour cette étape, préparez le numéro banque Carrefour des entreprises du bénéficiaire ou du prestataire choisi. Si le bénéficiaire est un créateur d'entreprise, il ne dispose donc pas encore de numéro BCE. Pas de problème, il suffit d'encoder son numéro de registre national. Complétez ensuite les champs liés à votre demande. Pour accélérer cette étape, certaines informations peuvent être préparées à l'avance. Les objectifs du chèque demandé, la valeur ajoutée de la prestation pour l'économie wallonne, le planning supposé de la prestation, le montant du devis émis par le prestataire et la convention. La plateforme indique alors deux montants, l'intervention publique de la Wallonie et la quote-part à verser par le bénéficiaire pour que la prestation puisse débuter. Une fois les champs complétés, le dossier est soumis à l'administration pour vérification. Si le dossier est incomplet, l'administration revient vers vous. Vous bénéficiez alors d'un délai d'1 mois pour le compléter. Quand le dossier est complet, l'administration notifie son accord par email dans les 5 jours ouvrés. Elle invite le bénéficiaire à payer sa quote-part. Une fois la quote-part versée, la prestation peut débuter. Elle doit obligatoirement être réalisée dans le délai imparti, entre 3 et 36 mois selon le chèque choisi. Enfin, lorsque la prestation est terminée, vient la phase de clôture du dossier. Le prestataire émet une facture et un rapport de prestation. Il les charge sur la plateforme. Le bénéficiaire valide ces documents dans les 15 jours ouvrés. L'administration vérifie le dossier avant de payer le prestataire. Attention, la TVA reste à charge du bénéficiaire. Accès facile, traitement rapide. Aujourd'hui, profiter de l'accompagnement de spécialistes n'a jamais été aussi aisé.
Nous, nous revoilà dans ce webinaire. Merci d'être avec nous. On va prendre un peu vos questions. On a une question d'Emmanuel qui demande, tiens, après certaines attaques, est-ce que aller sur ces phone web, c'est intéressant? Peut-être rappeler c'est quoi ces phone web aussi? Stéphane Web, ça fait partie du centre cybersécurité, du centre cybersécurité belge, hein, ce qu'on appelle le CCB, dans lequel il y a aussi le CERT, qui est le bras opérationnel du centre cybersécurité. Alors, Stéphane Web, oui, ça donne des conseils utiles, très utiles à tout le monde, aux particuliers, aux indépendants, aux entreprises. Donc, c'est vrai que c'est une très, très bonne idée d'aller sur Stéphane Web pour Et on voir. peut notifier les attaques aussi sur ces phone On web. peut signaler, alors oui, quand on reçoit des emails de phishing ou même de smishing, etc., on peut leur signaler. Alors, ils en reçoivent des tonnes et des tonnes tous les jours. C'est sur une adresse mail qu'on va trouver sur Safe Web. C'est un robot qui traite ça. Il y a pas un humain là derrière. C'est fait par l'intelligence artificielle, notamment, avec un robot. Et c'est très utile parce que ça donne aussi des statistiques. Ça permet aussi de bloquer des sites web ou bloquer des numéros de téléphone qui envoient des smishing. Donc, c'est très utile. En plus, vous avez une application qui est téléchargeable gratuitement sur iOS, sur Android. Alors, cette application, elle fait deux choses. D'abord, elle peut vous dire si votre Wi-Fi à la maison pourrait être compromis. Voilà. Mais surtout, elle donne des informations sur des phénomènes d'escroquerie, d'arnaque en ligne, bon, plein d'infos là-dessus, des conseils, des astuces. Vous n'aurez pas toutes les arnaques, évidemment, c'est quand ça prend du volume qu'ils signalent ça, sinon on aurait des notifications tout le temps. Donc ça vaut la peine, ça ne coûte rien en tout cas, et c'est toujours utile d'avoir ça sur son téléphone. C'est vrai que je l'ai sur mon téléphone. Voilà, de temps en temps, j'ai les notifications, tiens, nouvelle escroquerie en ligne, attention. On vous conseille, on vous recommande d'acheter des métaux précieux, c'est une arnaque, etc. Donc voilà, donc c'est bien d'avoir ces phones web. Ouais. Et c'est belge, donc on va C'est pas du s'en belge, priver. consommons local. Consommons local, oui. Pas toujours prendre les Français ou les Américains, hein. On sait faire des choses en Belgique aussi. Alors, une question de Félix qui se demande, tiens, imaginons qu'on contre-attaque le hacker qui nous a attaqué. Donc, on est victime. Est-ce que cette contre-attaque serait-elle considérée comme illégale aux yeux de la loi belge? Félix est un warrior. Euh, oui, en tant que particulier, ce serait considéré comme du hacking, bien sûr. C'est pas prévu. Hmm. Mm. Donc, bon, il y a un cadre légal, il y a des gens qui peuvent faire du hacking, mais pas les particuliers. Dans les services de police, dans le service dans lequel j'ai travaillé, on pouvait faire du hacking sous contrôle d'un juge d'instruction dans des cas bien déterminés, mais le particulier ne peut pas. On pourrait reprendre l'exemple du vol, hein. Un voleur qui rentre en infraction ne peut pas. Après, la police, si elle doit rentrer et casser une porte pour quelque chose en particulier, Ah oui, ils oui, oui. peuvent. Il faut que Donc, ce soit pendant les heures effectivement. légales, etc. Bien sûr, il y a des procédures à respecter. Alors, je peux comprendre qu'on a mal parce qu'on s'est fait attaquer, mais faire une contre-attaque comme ça, bah, déjà, il faut avoir les moyens de le faire. Et puis, c'est pas donné à tout le monde. Et puis, non, en tant que particulier, ce serait illégal. Alors, une question de Monique qui se demande si c'est normal que Facebook demande une pièce d'identité après un blocage. Alors, ça peut être normal dans la procédure Facebook. Mhm. Le tout, C'est première de chose à faire, déterminer si c'est c'est regarder l'origine. L'origine, voilà. On reçoit un mail, est-ce qu'il vient bien de Facebook, hein? Est-ce que c'est pas un mail typo squatté? Est-ce que... Voilà, il faut vérifier clairement. Et des webinaires là-dessus, on a expliqué comment se protéger du phishing. Mhm. Déjà, passer la souris sur le lien sans cliquer, ça donne déjà une idée, hein. On peut voir si on cliquait où on serait mené, évidemment. Euh, voilà, il faut toujours être méfiant. Maintenant, je peux comprendre, oui, Facebook ou d'autres, hein, ils peuvent demander forcément euh, avoir quelque chose de concret pour pouvoir vérifier l'identité. Donc, c'est vrai que
Personnellement, je n'aimerais pas envoyer mes documents d'identité chez Facebook, je le dis franchement. Mais je peux comprendre que ça fasse partie de la procédure pour récupérer un compte, hein. Oui, bien Donc, sûr. on n'a pas de réponse vu qu'on ne connaît pas la procédure Ben, de il faut Facebook, voir, oui. mais il y a ça pourrait être du phishing, comme Ça ça pourrait être pourrait du être la phishing, procédure ça peut de être tout à Facebook. fait aussi normal. Oui. Alors, reprenons le cours de notre webinaire. On va parler des stratégies préventives. Euh, un petit rappel, donc comme tu l'as dit, il y a eu d'autres webinaires en long et en large Oui, sur comment prévenir des attaques, mais c'est toujours important de retaper sur le il faut clou. toujours taper sur le même clou, hein, pour que ça rentre bien. La formation, la sensibilisation, ben, si vous êtes encore là, c'est que vous vous sentez concerné, hein, parce que tout le monde n'est pas encore parti. Euh, les mises à jour régulières des systèmes, c'est tous les jours. Quand on dit régulier, c'est tous les jours. Moi, je fais ça, c'est une routine chez moi le matin. Avec mon deuxième café, je fais déjà les mises à jour sur mon smartphone. Et tous les jours, c'est beaucoup, hein. J'en avais 15 ou 16 ce matin, alors que je le fais vraiment quotidiennement. Après, il y a la tablette, il y a les ordis, bah, il y a les serveurs éventuellement, etc. Il faut vraiment faire ça très régulièrement. Pourquoi? Parce que les mises à jour corrigent des bugs, corrigent des failles, apportent des nouveautés, bien sûr, mais ça, la première raison, c'est quand même de corriger des failles. Voilà. Le chiffrement des données, hein, il faut absolument chiffrer ces données. On ne met pas ces données en clair comme ça sur son ordi. Déjà, on peut se le faire voler, hein, tout simplement. Un portable, ça se vole. On ne les met pas en clair dans le cloud, comme ça, non plus, hein, ça doit être chiffré. Alors, on ne va pas rentrer Dans les détails, dans les effectivement. détails parce que ce sera un petit peu long, mais sachez qu'il existe des choses, même gratuites et très performantes pour ce faire. Voilà. C'est pas parce qu'on parle de chiffrement qu'il faut s'arracher les cheveux. Il y a des choses qui sont très bonnes et faciles. Les sauvegardes, voilà, il faut les faire aussi. Il faut avoir une bonne politique de sauvegarde, hein. C'est pas 3, 2, 1. Je 3, 2, l'ai. 1, Je oui. l'ai. Puis on laisse pas son NAS avec le backup connecté en permanence. Voilà. Je sais qu'on Sinon, on programme sera ça la nuit embêté. généralement et tout, mais il ne faut pas laisser le système en permanence connecté parce que si votre système est attaqué la nuit, et, une cyberattaque, ça se passe la nuit, le week-end, les jours fériés, quand vous n'êtes pas là. Si vous avez laissé votre système de sauvegarde branché, bah, il y a de grandes chances qu'il va être affecté aussi, puisque vous ne serez pas là pour tirer les câbles, hein. Mm. Donc, pourquoi pas faire un audit de sécurité? Je pense que dans la vidéo, pendant la pause et tout, on vous en parle, hein. Il y a des chèques, Chèque entreprise, chèques entreprises. Ça vous coûte finalement payer le chèque, il prend 75% des coûts, je crois. Enfin, je ne je suis pense pas que c'est ça. spécialiste en chèque entreprise. Mais en tout cas, la plus grosse partie est prise en charge par ce chèque. Donc, c'est très, très intéressant. Profitez-en tant qu'il reste du budget, parce qu'on ne peut pas garantir que ça va rester éternellement. Donc, faites un audit de sécurité. Demandez à faire un pen test, hein, un test de pénétration par des hackers éthiques. Il y a aussi des gens très sérieux qui font ça, qui vont vous dire là, attention, il y a un souci, là aussi, il y a un souci, là par contre, ça va. Bon, ça vaut la peine de le faire. Et puis investissez dans des solutions de sécurité qui ne sont pas forcément toujours très coûteuses. Mais on a parlé d'antivirus, bien sûr. Il y a des choses un peu plus complètes que les antivirus qui ne sont pas forcément très très chères. Voilà. Mais former, sensibiliser, oui, si vous êtes là, ça vous intéresse, mais n'oubliez pas d'en parler aux gens qui travaillent avec vous, à votre famille, parce que on peut vous attaquer en passant par le côté privé aussi, pour rebondir sur le commerce, hein, bien sûr. Alors, on a parlé un petit peu du prix. Le Et, fameux prix. et là, on va voir ce que c'est. En fait, on dit PRI, hein, soyons clairs. On dit bien PRI et quelqu'un veut mentionner dans le book club, j'applique le PRI, je pense. Oui, il me semble qu'il y avait ça. Voilà, donc je suppose que cette personne sait de quoi on parle. Le PRI, ben, vous l'avez à l'écran, hein, c'est le plan de réponse à incident. Alors, des plans, il y en a tout plein. Il y a le plan de continuité d'activité, etc. Mais ici, on parle vraiment du plan de réponse à incident. Alors, le schéma que vous avez à l'écran, il est beau, C'est une roue. il est simple, il est logique, il est plein de bon sens.
C'est facile à comprendre. Et c'est une roue, effectivement. Bien vu, Pauline. Bien vu, Pauline. Oui, mais c'est des petites flèches, ça tourne. Donc, ça veut dire que quand on a fini un cercle, on passe au suivant, etc. Et puis, on peut recommencer. Hein. On l'a dit, la cybersécurité, c'est permanent. Pas parce qu'on a fait quelque chose qu'on s'endort. Non, non, c'est permanent. Il y a 7 phases dans ce plan de réponse à incident. Elles sont clairement affichées. Vous avez bien sûr la préparation. Elle est primordiale, cette préparation. C'est pas quand vous êtes cyberattaqué, quand il n'y a plus rien qui va, que dit on va faire une réunion pour savoir ce qu'on fait. Non, c'est trop tard. Mhm. Il faut avoir pris des mesures avant. Donc, il faut avoir ces équipes formées. Quand on a des équipes, ou vous, si vous êtes tout seul, il faut vous préparer à ça. Hein. C'est vraiment primordial. Préparez vos outils et vos ressources nécessaires. Quand je parle d'outils, ça peut être les sauvegardes. Hein. Si vous n'avez pas encore des sauvegardes correctes, ben, c'est le moment de changer de plan de sauvegarde, de commencer à avoir un plan correct. Les ressources nécessaires, ben, c'est une liste avec qui il faut appeler, les outils que j'utilise. Enfin bref, il y a quand même quelques petites choses à noter quelque part. Hein. Bon, un petit pense-bête. Identification, ça, on va en parler un petit peu plus en détail, parce que ça, c'est un volet important. C'est bien de protéger, mais on protège quoi? On en parlait un petit peu au début, hein. On Oui, sait oui, mais pas, bon, oui. voilà. Dire qu'on protège les systèmes, c'est bien. D'accord, ça, tout le monde a Mais compris. qu'est-ce qu'on a à Mais protéger qu'est-ce qu'on a à protéger? C'est un peu finalement? plus que ça. Hein. Oui, je ne risque rien en disant protéger vos systèmes. Mais c'est quoi vos systèmes? Hein, c'est beaucoup de choses. Donc, après, il faut aussi détecter, identifier l'incident. Hein, on l'a dit, on en a déjà parlé, savoir quelle est l'origine de cet incident, le documenter, après confiner, je pense qu'on l'a dit, on l'a répété, enlever les câbles réseau, couper le réseau. Après, il va falloir éradiquer. Il va falloir prendre des mesures pour enlever les malwares qui traînent, hein, bien sûr. Éliminer la cause de cet incident, c'est important. Renforcer les systèmes. Alors, vous allez devoir remplacer des systèmes aussi, hein, parce que dans les pertes financières, oui, il y a parfois l'achat de nouveaux matériels aussi. Hein. Vous avez du matériel qui sera parfois complètement irrécupérable. Il faudra acheter du nouveau. Donc, la récupération, on l'a dit, récupérer les systèmes, tester avant de rouvrir toutes les vannes. Surveiller. Surveiller, il faut examiner les logs. Hein. Les logs, ce sont les connexions qui se font sur vos serveurs, etc. Analyser l'incident et votre réponse, le retour d'expérience, on l'a dit. Et puis, vous allez mettre à jour votre plan en fonction de tout ce que vous allez trouver, bien sûr. Et communiquer, le plan de communication, d'informer les parties prenantes, clients, fournisseurs, éventuellement l'autorité de protection des données, si malheureusement ça arrive. Il faut respecter aussi les obligations légales. Voilà, ça c'est le PRI dans son ensemble. Finalement, le PRI, c'est mettre sur papier ce que vous allez faire pour ne Oui, pas oui. être en stress le jour même Ah et oui, oui, oui. avoir finalement ce process établi, Oui, oui, les étapes, qu'est-ce que je fais, voilà. étape par étape, c'est écrit, je n'ai plus qu'à suivre et j'ai fait mon inventaire, je sais ce qui est à risque, je sais ce que je dois On pourrait dire, euh, c'est le plan bloquer, d'évacuation en etc. cas d'incendie, mais numérique. Voilà. La maison brûle, il y a des checklists, hein, il y a des procédures. Il y a des procédures partout. Il nous faut aussi un conseiller en prévention cybersécurité alors, du coup. Il faut aussi, voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas, absolument. Hein, oui, c'est tout le travail d'anticipation hein, qui doit se faire. Et Attendez pas qu'il d'ailleurs, soit trop tard. Et d'ailleurs, en parlant d'identification, d'inventaire, là, on a fait un petit focus sur cette Oui, partie-là. alors j'avoue, on en avait parlé, Pauline, mais j'avoue que ce slide, j'avais hésité à le mettre Oui, parce qu'il paraît tout ça. Hein, il n'y a pas grand-chose dessus. mais il cache quelque chose. Ah oui, ça cache plein de choses en fait, hein, parce que derrière chaque mot, il y a plein de choses. Mhm. On est vraiment là, clairement, dans la gestion des risques numériques. C'est une discipline à part entière. Oui, ça paraît simple, identifier, analyser, évaluer, décider. Après, quand on décide de quoi? On va accepter le risque, on va le refuser, on va le transférer. Hein, ça passe en retrait, on va transférer le risque à son assureur, à son prestataire. On peut réduire le risque, mais c'est vraiment une grosse, grosse, grosse partie. On n'a pas le temps ici, mais voilà, on pourra parler pendant des heures de ce machin-là. Rassurez-vous, ça n'arrivera pas.
Ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas trop adapté pour des indépendants. Ça, c'est quelque chose qui est indispensable pour de grandes entreprises. C'est clair qu'il faut passer par là. La gestion du risque, gestion des risques numériques opérationnels, ça fait partie vraiment des politiques des grandes entreprises. Mais les indépendants, c'est beaucoup plus compliqué parce que, voilà, il y a tellement de choses là derrière, ça va dépasser la plupart des gens. Et finalement, qu'est-ce qu'on va constater? Ben, c'est que l'indépendant, il va finalement arriver au bout pour accepter le risque. Parce que faire cette balance, elle est extrêmement compliquée à faire. Et même les grandes entreprises font appel à des externes hein, pour les aider parce que c'est vaste. Hein. C'est un gros morceau, quoi. C'est un gros morceau. Par contre, on va peut-être s'attarder ici dans les slides qui suivent sur l'identification. On parle des actifs, hein, l'inventaire des actifs parce que quand on dit protéger, mais protéger quoi? Donc, il faut faire un inventaire des actifs. On n'est pas en comptabilité, là, toujours en cybersécurité. Ben, la comptabilité fait partie des actifs, certainement. Ça, ce sont les données. Ah, les données, bien sûr, ce sont des actifs. Hein. Les gens qui travaillent, on parle d'actifs personnels. Bon, oui, c'est l'humain quand même. Hein. Mais dans le management, ils parlent d'actifs personnels. Voilà. Mais c'est le matériel, c'est le logiciel, ce sont les données. Hein. Voilà. C'est ça qu'il faut faire son inventaire. Et on est surpris parce qu'on a beaucoup plus de choses qu'on imagine. Alors, je vous ai mis des checklists, enfin, un début de checklist. Voilà. Il y a beaucoup plus, je pense qu'il y a 4 slides. Ici, on ne va pas les montrer tous d'un coup, mais je pense qu'il y a 4 ou 5 slides sur juste l'identification. En fait, il y en a beaucoup plus dans la présentation, mais ils sont masqués, vous ne les voyez pas. Tous ceux qui sont masqués, on ne les verra pas. Mais vous Mais les vous les aurez, aurez. hein, puisque vous avez le fichier PDF. Oui, voilà, là, vous les aurez tous. Ben, c'était juste pour illustrer, on ne va pas vous faire la liste parce qu'elle est interminable de tout ce qu'il faut faire. Donc, on a mis les principaux ici. C'est ce qu'on appelle justement dans cette gestion des risques numériques l'analyse ascendante. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais ça veut dire qu'il faut identifier tous les appareils, les systèmes physiques connectés de l'entreprise. Rien que ça, c'est énorme. Il y en a beaucoup plus que vous n'imaginez. Tous les logiciels, hein, les CRM, les ERP, bah, tout ça que vous utilisez, il faut les identifier. Les applications, bien sûr, les données et les flux de données. C'est bien d'avoir des données, mais ces données, elles voyagent. Où voyagent-elles? Sur Stripe pour les paiements en ligne, sur d'autres plateformes, etc. Donc, il faut examiner tout ça. Toutes les personnes et les machines qui travaillent ensemble, il faut savoir connaître les processus, en fait. Il faut vraiment connaître tous les processus. Les vulnérabilités connues qui sont présentes, ça peut paraître bizarre comme ça. Ah oui, je sais que j'ai des vulnérabilités, mais je ne les corrige pas. Mais ça peut arriver. Hein, ça peut arriver. Les processus, procédures politiques, on connaît la modélisation de l'entreprise, valeurs, mission, stratégie, etc. Ben, si vous avez ça, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas toujours adapté à tous les indépendants. Hein. C'est clair, c'est pour des grosses boîtes généralement. Tous les tiers avec lesquels on a une relation de confiance numérique, fournisseurs, bien sûr. On peut continuer hein, ensuite. Là, maintenant, on parle de l'analyse descendante. Et c'est là que ça se complique encore plus. Comment est-ce que vous allez identifier les cyberrisques généraux? Il faut les connaître. Il faut les connaître, les cyberrisques. Hein. Donc, il y en a énormément. Les risques qui sont spécifiques aux clients, les processus critiques, les réglementations, etc., etc., etc. Je ne vais pas vous lire. Hein. Vous savez lire aussi bien que moi. Contexte géopolitique, bien sûr. Si je prends un exemple, ce qui se passe en mer Rouge avec les rebelles outils qui tirent quelques missiles sur les navires de commerce, ça veut dire que les navires de commerce, ils ne prennent plus le canal de Suez, ils font tout le tour, ça prend 3 semaines de plus, ça coûte plus cher. Bon, ça a une influence sur les délais, ça a une influence sur les prix, etc. Est-ce que ça a une influence sur le risque informatique? À voir. En tout cas, il y a de l'influence quelque part, ça c'est sûr. Ça va perturber un peu l'activité. Voilà, donc c'est très complexe, hein. C'est lourd, c'est pas facile à faire, mais ça rentre et tous les aspects doivent rentrer en ligne de compte. Après, quand vous avez fait cet inventaire, c'est pas fini, Pauline. C'est là qu'il faut faire la balance des risques. Hein.
On a des actifs, on a des ressources, mais c'est quoi les risques les plus critiques, hein? Alors, je suis été dans un autre webinaire, je prends l'attaque des doses, je fais ma balance des risques. L'attaque des doses sur mon site web, dans les risques. Probable, grave. Alors déjà, c'est peu probable. Est-ce que ça va être grave? Non. Donc ça veut dire que j'ai pas d'action. Moi, dans mon diagramme, ce qu'on appelle le diagramme, diagramme de Farmer, pardon, c'est en bas à gauche, il n'y a rien à faire. Si je suis Amazon le jour du Black Friday, une attaque des doses sur mon site, c'est pas la même chose. Donc voilà, les risques sont différents pour chacun. Enfin, c'est les mêmes risques, mais ils sont interprétés de manière différente pour chacun. Et les décisions vont varier aussi. Hmm. Donc c'est complexe, on l'a dit. Euh, voilà, et ainsi de suite. Oui, et On va donc, croiser les données, etc. comme on le disait, Et il y a plein de checklists comme ça. on a mis Beaucoup toute la plus longues que ça. checklist. Et Alors voilà, pour jouer. pour jouer, oui, Pour parce jouer. qu'on a bien joué On a bien joué, en vous avez le temps, vous cybersécurité. n'avez que ça à faire. Pour ça, on vous laisse quand même quelques semaines, hein, parce que on ramassera les copies dans 3 mois. Entraînez-vous, faites l'inventaire de votre réseau domestique à la maison. Vous allez être surpris. Si je prends une famille, un couple, 2 enfants, 2 ados ou presque ados, bah, faites l'inventaire de ce que vous avez et comme objet connecté si vous avez un peu de domotique. Ordinateur, tablette, les smartphones, le frigo, la balance. Bon, bah, elle est cyberattaquée, ma balance, parce qu'elle est toujours beaucoup trop. Et La sonnette. la sonnette avec la caméra, hein. Vous êtes au bureau, vous voyez que le facteur vient pour un colis, vous le voyez très bien sur votre smartphone, c'est un objet connecté. La porte du garage, les ampoules, hein. Vous allez être surpris, vous allez voir que dans une maison, c'est pas étonnant du tout qu'on trouve entre 15 et 25 objets connectés. La plupart de ces objets connectés sont configurés avec le mot de passe par défaut, hein. Admin, Et le admin. login aussi par défaut. Oui, Mot de passe et login. admin, admin, login, mot de passe, voilà, hein. C'est super. Pour un hacker, c'est très intéressant. Mais c'est vrai, entraînez-vous, faites ce test, hein. Vous allez voir. Et puis après, si vous avez le courage, faites-le pour votre entreprise. Ben, c'est complet. Quand je disais que j'hésitais à mettre le slide, vous savez un peu pourquoi maintenant. Après, c'est aussi intéressant pour un indépendant, peut-être qui télétravaille beaucoup, d'aller justement un peu aussi analyser son réseau domestique dans tous les cas, de voir un petit Absolument. peu Bah, absolument. Bah, ce déjà, qui en se passe. indépendant, j'imagine qu'il y a 2 réseaux Wi-Fi. Il y en a un professionnel pour le commerce et puis un réseau privé où tout le monde n'a pas accès, déjà. Mais oui, c'est intéressant de le faire. Et euh, un réseau peut-être pour tous les appareils connectés, Ah oui, 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 bien sûr. Bien sûr. pour Il faut l'imprimante, isoler, pour, enfin isoler, pas couper du réseau, mais il faut isoler dans la mesure du possible chaque système. Et Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. On approche de la fin de ce webinaire. Il y avait beaucoup de choses à dire euh, et encore plein d'autres choses à voir, notamment sur tout ce qui est prévention, comment on reconnaît des phishing. On a eu la question avec Facebook. N'hésitez pas à aller revoir nos replays sur d'autres thématiques cybersécurité. Et avant de vous parler aussi des autres webinaires cybersécurité, Serge nous propose aussi un petit bonus euh, sur, euh, sur un site internet, oui, Steve. KDO, c'est cadeau. Euh, sur un de mes hébergements, j'essaye ponctuellement de faire des petites fiches pratiques, des petites fiches mémo. Il n'y a pas grand-chose dessus. Enfin, bon, il y a quand même des choses intéressantes, j'espère, hein. Donc voilà, c'est accessible, c'est anonyme, il n'y a pas d'inscription, c'est gratuit, il n'y a pas de piège. Si vous avez l'occasion, on peut cliquer sur le lien si ça marche pour montrer à quoi ça ressemble. On Euh, va cliquer. oui, au moment, ça doit fonctionner. Voilà. Si on descend un peu, Pauline, on va voir qu'il y a des rubriques un peu plus bas. Voilà la fameuse balance du risque. Bah, prenons les bonnes pratiques. Allez, on va prendre les bonnes pratiques. Gestion des mots de passe, la gestionnaire de mots de passe au milieu. Ah oui. On prend Voilà. celui-là? Ouais, allez. Allez. Voilà. Bon, bah, c'est pas très long, c'est juste quelques conseils, quelques rappels. Parfois, il y a des petites vidéos. J'essaie, enfin, j'ai l'intention de faire de plus en plus de vidéos, mais ça prend du temps. J'ai pas toujours le temps. Donc voilà, c'est mis à jour ponctuellement. Ouais.
Ça peut, en tout cas, ça peut Ce n'est aider. pas mis à jour tous les jours, Non, non, ça c'est non. Mais du contenu, non, c'est pas mis à jour tous les jours. mais le site, oui. Le site, oui, 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 ben oui. Le site, oui, mais le contenu, pas forcément. Voilà. Libre à vous d'aller quand vous voulez. Et peut-être petit mot de la fin aussi par rapport à tout ce qui s'est dit euh, aujourd'hui. Je vais afficher. Hop, voilà, le petit mot de la fin. Ben oui, ben il faut prendre des mesures et puis il faut continuer à prendre des mesures et puis encore prendre des mesures. Voilà. C'est pas parce que on a C'est pas parce plus. qu'on l'a fait une fois. Oui, il faut. L'inventaire, peut-être qu'on peut le faire une fois. Après, on n'a plus qu'à Oui, ajouter. l'inventaire, il faut le faire au moins une fois. Puis après, il y a des mises à jour aussi de cet inventaire, hein. Il y a Mhm. des choses qui changent. Mais bon, il faut, comme on l'a dit, ça évolue tout le temps. La menace, elle évolue en permanence. Donc, il faut se tenir au courant. Il faut quand même un peu rester sensibilisé. Vous n'allez pas échapper à tout, c'est clair. Mais au moins, vous prenez conscience et vous savez quand même prendre quelques mesures faciles parfois. Alors, si vous avez déjà été attaqué, bah, vous allez vous dire, bah, ça n'arrivera plus jamais, hein. Voilà. Mais c'est l'occasion de transformer votre boutique numérique, peut-être de moderniser votre organisation, d'avoir cette démarche créative, voilà, et de la transformer. Alors, c'est un peu excessif de mettre en véritable forteresse impénétrable. Mhm. J'avoue que, voilà, non, ça n'existe pas. Mais en tout cas, vous pouvez réduire la surface d'attaque, c'est le principal. Donc, soyez toujours vigilants. Réfléchissez, prenez le temps de réfléchir. Les mails urgents avec des liens, etc., ça pue, hein. Il faut toujours faire attention. On ne clique pas sans regarder. Je sais qu'on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de choses et on voit, puis on est fatigué. Voilà. On clique un peu sur n'importe Perte de quoi. vigilance, oui, ben, Et voilà, là, c'est ce qu'ils c'est là que attendent. ça arrive. Voilà, essayez de vous tenir un peu au courant de l'actualité et on fait ce qu'on peut. On Hmm. fait ce qu'on peut, mais on essaie quand même Oui. de faire un maximum. En tout cas, mettez toujours votre antivirus, votre solution de sécurité à jour, ça c'est clair. Évitez peut-être les antivirus gratuits. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais je parle de ceux qui sont connus, hein, les grands noms, hein. Ils ne sont pas mauvais, mais s'ils sont gratuits, ça veut dire qu'ils sont mis à jour moins régulièrement que les payants. Voilà. Forcément, il faut une différence. Mettez à jour vos applications, vos systèmes. Et évidemment, on n'installe pas des logiciels qu'on a été chercher sur des sites genre Pirate Bay pour les plus anciens. Non, on ne fait pas ça. C'est parfois tentant, hein. Plutôt que de payer une licence de $500 par an, on préfère aller chercher quelque part, mais c'est pas un bon plan. Alors ça, c'est important. C'est vrai que c'est important celui-là. Beaucoup de gens utilisent Windows, hein, avec un compte administrateur. Donc un compte qui a tous les droits sur le système. Ne pas se tracasser, on n'a qu'à cliquer OK, mise à jour, OK, etc. C'est pas une bonne pratique. Il faut un compte administrateur, évidemment, parce qu'il faut de temps en temps modifier le système, Et mais, installer. mais il faut installer des applications, mais il faut utiliser dans la vie courante un compte utilisateur et seulement passer en mode administrateur quand c'est nécessaire. Mais la plupart des gens, 99,9%, utilisent leur PC Windows en mode administrateur. Ça, c'est pas une bonne pratique et c'est facile, ça ne coûte rien de changer, de rajouter un compte utilisateur. Voilà, voilà une bonne pratique qui coûte rien et qui vous met déjà à l'abri de beaucoup de soucis. Donc forcément, on limite les privilèges et les droits au strict nécessaire. Alors allez voir qui se connecte sur votre site internet. On appelle les logs, hein, les journaux de connexion. Allez voir, vous allez être surpris parfois. Alors, j'ai lancé une petite question WooClap. Quelle sera votre première action à la suite de ce webinaire? On a pas mal parlé des replays et des autres vidéos qu'on a pu faire avec Serge, mais aussi avec d'autres experts en cybersécurité. Et voilà, on vous a quand même beaucoup envoyé vers d'autres webinaires. Donc, c'est vrai que ça peut être une action, c'est de continuer à se sensibiliser, notamment avec les replays.
sensibiliser vos collègues, en parler voilà, à vos fournisseurs, pourquoi pas à vos clients. Établir un PRI. Il n'y a personne qui a répondu, hein. Non, c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Personne n'en veut du prix. C'est vrai que c'était quand même, c'est peut-être la partie, le gros Oui, morceau, alors la une plus chose, une compliquée. chose, c'est que non seulement vous qui nous regardez, vous aurez les slides, Mhm. mais normalement, vous aurez aussi un modèle de PRI, un Oui, fichier doc que Sandra vous a mis enverrez. ou va mettre dans les liens. Donc, c'est un modèle qui vient d'une entreprise. Voilà, c'est un modèle vierge, bien sûr, lequel vous pouvez modifier, mettre votre logo, etc. Mais au moins, vous aurez une idée, hein. Il y a un document papier. Là, vous aurez peut-être une idée plus concrète de ce que ça représente, de cette checklist qui est vachement importante. Donc voilà, ça, euh, vous l'aurez finalement dans les emails après ce webinaire avec le support de présentation. Donc ça, ne vous inquiétez pas, vous le recevrez, vous aurez un bel exemple pioché par Serge, vérifié par notre expert cybersécurité. Vous aurez un exemple PRI. Alors, on avait aussi dans les autres suggestions, comme première action à la suite de ce webinaire cybersécurité, il y avait le côté tester sur son matériel domestique, donc tester sur son réseau domestique, qu'est-ce qu'on peut faire, quel inventaire, etc., etc. Et puis, on avait mis aussi, ben voilà, on vous a fait suffisamment peur que vous voulez vous retirer de la vie numérique pour ne plus rien craindre comme danger lié à la cybersécurité. Et enfin, on l'a quand même mis faire appel à des professionnels pour peut-être faire ce PRI, pour peut-être créer cet inventaire, pour peut-être sécuriser vos systèmes, vos systèmes. Donc ça aussi, c'est une des solutions. Euh, donc voilà. N'hésitez pas à nous poser encore des dernières questions. On a encore quelques minutes devant nous. Je vous rappelle aussi, peut-être, ce sera intéressant, les webinaires, les replays cybersécurité. Ah, je le connais, celui-là. Oui, tu as vu, tu avais une veste Oui, j'étais mieux à habillé ce, qu'aujourd'hui, c'est à clair. ce Et c'est ça sujet. que tu veux dire, ouais. Non, je n'ai pas dit ça, mais tu avais des beaux stickers aussi sur ton PC. Ouais, c'est pas le même. Alors, donc, vous retrouvez ces replays sur la chaîne du SNI. Donc, vous voyez qu'il y en a déjà une petite dizaine, et notamment les règles de base. Donc, celle-là elle ne change pas. Le webinaire date déjà quand même de quelques mois. Vous en avez d'autres, hein. Vous avez justement toutes les attaques les plus communes expliquées pendant 2 heures de webinaire. Donc, ça aussi, c'est intéressant. On a eu aussi la semaine passée, il y a 2 semaines même, tu parlais justement de ce super administrateur. On a expliqué dans un webinaire avec Alexandre Ah, avec Bouvinage. Alexandre, oui. Mhm. Donc voilà, et il expliquait aussi que ça permettait de se retirer la charge mentale quand on est concentré sur une tâche. On a tendance à cliquer n'importe où pour Mhm. rester Il a raison. concentré. Il a raison. Et ce super administrateur fait qu'on ne enfin, si on n'est pas connecté au super administrateur, mais juste à l'utilisateur, on ne clique pas, enfin, ça ne va pas s'installer Oui, c'est sur clair. votre machine. Oui. Donc, vous avez plein de replays disponibles. N'hésitez pas à regarder celui qui vous intéresse le plus, voilà, par rapport au titre, et aller consulter. On a aussi des replays digital commerce, donc là, tout ce qui touche au marketing digital. On aura, euh, on aura également une enquête de satisfaction. Là, je vous la mets. C'est important pour nous. On a parlé de système itératif, de s'améliorer. Donc, on prend vos retours d'expérience de ce webinaire, donc pour s'améliorer sur nos webinaires Digital Commerce. Donc, je vous invite à retourner sur l'outil WooClap, à scanner le QR code et à répondre à nos questions pour voir si Serge et moi-même, on a été à la hauteur de vos Savoir si on va être attentes payé ou pas, c'est ça. ce soir. Ouais. Donc, voilà pour la petite enquête de satisfaction. Et enfin, le programme.
la suite du programme Digital Commerce au niveau marketing digital. Nous aurons le 11 mars les nouveaux horizons de votre communication. On parlera de Pinterest et de podcast. On parlera aussi de voilà, comment choisir ses prestataires pour votre communication digitale. Voilà, on est au stade où on peut déléguer, mais comment choisir ses prestataires. Donc ça, ce sera un webinaire aussi très intéressant. On aura aussi 2 webinaires sur l'e-commerce, comment créer sa boutique en ligne, à quoi faire attention. Alors, ce ne sera pas au niveau cybersécurité, hein, mais à quoi faire attention pour créer sa boutique en ligne. On aura aussi une partie plutôt statistique, comment comprendre ces données et les utiliser pour votre marketing. Et enfin, on aura aussi comment collaborer efficacement avec les influenceurs, les nano et micro-influenceurs. On a pu en parler dans d'autres webinaires, mais là, on aura un webinaire dédié à cette thématique, donc le marketing d'influence en d'autres mots. Voilà, vous retrouvez tous les liens de ces webinaires sur le site du SNI. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur ce site dans la partie formation. Et donc là, vous aurez tous les webinaires, vous aurez aussi les différents replays. Donc, n'oubliez pas de répondre à l'enquête. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, je ne vois pas spécialement de questions. On a aussi des questions par rapport à d'autres thématiques, mais celles-là, on les laissera pour d'autres webinaires. Merci, Serge, Merci, pour Pauline. ce webinaire Merci à vous. très intéressant. Merci aussi à Adrien Oui, derrière les on caméras va le perdre bientôt. qu'on Non. a vu un peu. Il a une petite toux. On s'est inquiété un moment. Donc voilà. Et merci aussi à Sandra et Frédéric qui ont aussi travaillé dans l'ombre, dans le chat, pour vous fournir tous les liens utiles lors de ce webinaire. Merci Fabien, merci pour toutes vos questions, merci d'être resté jusqu'à la fin de ce webinaire et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, un nouveau webinaire. Merci, Bonne soirée. merci beaucoup. Au revoir.